et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en direct sur le stream. Aujourd'hui, en ce vendredi 7 décembre. Non, 7 janvier 2022, évidemment, on n'est toujours pas. Eh bien, on n'est plus en 2021, on est en 2022 et ça change tout. On va le voir évidemment aujourd'hui dans ce Lunch Play. Vraiment une année qui n'a rien à voir avec l'année précédente. Ça régale absolument tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé au chaud chez vous. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, on va revenir sur la revue de presse qui fait l'actualité jeux vidéo tech avec beaucoup d'actu au cours de ces derniers jours. Vous allez le voir. Et comme tous les vendredis, un invité sera présent sur le plateau. Non pas un invité, mais une invitée aujourd'hui puisqu'il s'agit de Lydia. Bonjour Lydia, comment vas-tu ? Bonjour. Très bien, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Oh, bah, c'était un plaisir, c'est la famille, hein, tu sais, tu viens ici quand tu veux. Les gens te connaissent très probablement pour ton rôle dans Game of Thrones, justement, hein, où tu continues de jouer et de faire progresser ton personnage saison après saison. Saison terminée ou c'est quand le final de la saison de Game of Thrones ? C'est a priori la semaine prochaine ou celle d'après. En public, ce sera possible ou pas ? Celle d'après encore. Celle d'après encore ? On espère, mais ouais. Bon, voilà, on sait que le virus a chamboulé beaucoup de choses. Là. Ah Tiens, c'est un truc que j'entendais pas du tout en 2021, ça, tu vois, par exemple. Hein. On a vraiment des choses qui ont changé. Dans la vie, tu es styliste, dessinatrice, tu viendras nous parler un peu de ton métier et aussi de l'inspiration, évidemment, que tu peux trouver grâce aux jeux vidéo. Ce sera en deuxième partie d'émission avec nous autour de la table. Sunday aussi. Bonjour Sunday. Salut Ken, salut Nanik, salut Lydia, salut TPK. Écoute, ça va bien, j'ai la forme, je suis contente de vous retrouver, ça me fait plaisir. C'est la première, en tout cas, pour un vendredi, on se retrouve. Oui, c'est la première semaine de retour. Ouais, ça fait bizarre, hein. J'ai déjà l'impression que ça fait 3 mois. Bah ouais, Mais en mode l'habitude, tu vois, genre je suis trop contente. Je suis désolé, c'est vrai que tu fais tous les récaps, du coup faire le lunch, ça te fait faire des grandes journées, je le sais, mais voilà. Mais on finit la semaine sur les chapeaux de roue, écoute. C'est de ma faute à chaque fois, je dis j'aimerais bien que Sunday vienne dans l'émission, que voilà, je pourris tes journées avec trop de travail. Il a trop de travail puisqu'il a failli brûler vif cette nuit. C'est TPK juste à côté. Oui. TPK, tu n'es pas mort. Je ne suis pas décédé, aussi curieux que ça puisse paraître, puisque figurez-vous que j'ai eu un simili départ de feu dans mon appart chez moi à 2h30 du matin. Exceptionnel. J'ai dû en fait en faire appel aux compétences, tu sais, de nos ancêtres pour vraiment fouiller dans les câbles, désosser des plafonniers. J'ai abandonné, j'ai tout éteint et je suis parti en courant. Donc j'ai un électricien qui passe cet après-midi en espérant que ce dernier ait la réponse. Mais je suis très heureux d'être là, à défaut de ne pas être crevé. C'est plutôt un bon début d'année. En vrai, je trouvais une belle perf. J'ai eu un problème de plomberie la semaine dernière où on a passé tout un dimanche à vider tout ce qu'on avait pour faire en sorte que ça se débouche. Là, j'ai un problème d'électricité. Je pense que je peux rassembler au moins 3 éléments en 3 semaines. Les appartements parisiens, ça fait vraiment rêver, hein. Franchement. Ça fait rêver au prix qu'on paye. Tout ce qui est dégâts des eaux, je partage ta situation. Ouais. Nanix est avec nous aussi et nous partager toutes ces désillusions, évidemment. T'as pas de dégâts des eaux, toi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai eu plein, tu rigoles ou quoi ? Et j'ai d'autres problèmes dans mon immeuble, mais ça, je le garde pour moi parce que c'est vraiment chiant, quoi. Tu nous as confié que ton beau-frère t'avait piqué ta maison, c'est ça ? Oh comment il peut me mettre dans la sauce ? Le beau C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment on peut faire ça entre membres de la même famille ? Oh non, la sauce ! Non, en gros, juste... Non. C'est pas obligé d'expliquer, hein. Je suis obligé d'expliquer ? Non, t'es pas obligé. Très bien. T'es pas obligé. Voilà. T'es pas obligé. Je l'expliquerai pas, mais je te déteste. Je suis désolé. Je te hais. Mais t'en fais pas, Nanis. Toi aussi, tu auras le droit au bonheur. C'est quand le bonheur, d'ailleurs ? Hein ? C'est quand le bonheur ? C'est quand le bonheur ? Le bonheur, ça va être... Il est où le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Surtout. C'est vrai, il y a autant de chansons qui parlent de bonheur. C'est un sujet facile, C'est quoi le bonheur ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie piste de réflexion. Voilà. Une histoire étrange, le bonheur, évidemment, il est dans cette émission. Ne t'en fais pas, Nanix, ce sera déjà oublié dans peu de temps.
Aujourd'hui, au programme de ce Lunch Play, on va revenir sur ce qui fait l'actualité. On va parler de l'E3 qui a fait parler de lui. Pour ne pas faire parler de lui, vous allez le voir, vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle. Des nouvelles de Pokémon Légende Arceus. Le jeu s'est montré avec un long trailer explicatif de 6 minutes pour montrer les phases du jeu. Les précommandes du jeu ont explosé. Le jeu rassure-t-il aujourd'hui? On se posera la question, évidemment. Ici, puis c'est le CES actuellement à Las Vegas et c'est au tour de Samsung de montrer ses dernières évolutions en termes de smartphone. Le manufacturier coréen spécialiste des smartphones pliants a Game Boy Advance SP, définitivement la folie des grandeurs. On va voir tout ce que Samsung nous réserve. Est-ce que le smartphone pliant est l'avenir, en tout cas, des smartphones? On a plusieurs personnes ici qui pourront nous le dire. Entre Androidos et iPhoneos, qu'est-ce qui se passe? Fut un temps où c'était nos Motorola qui se pliaient, puis oui. C'était de la merde, puis c'est revient. Le cycle éternel, hein. C'est l'histoire de la vie. Ça pliait pas ton écran OLED, c'était peut-être pour ça. Oui, c'était pliant tout court. Un nouveau Mario Kart pour cette année, c'est ce qu'il semble se dessiner. Là, pour le coup, les amis bro n'avaient pas vu venir ça, mais un gros leak repris par énormément de sites semble montrer que des jeux vont être annoncés et des très gros jeux durant le prochain Nintendo Direct. Parmi eux, le nouveau Mario Kart, susnommé 10 ou Crossroad. On verra si c'est crédible et si on a envie. Est-ce trop tôt pour un nouveau Mario Kart? Et enfin, Ubisoft arrive dans le Game Pass. Incroyable mais vrai, premier jeu Ubisoft dans le Game Pass avec l'extraordinaire Rainbow Six. Comment il s'appelle là, Extraction, voilà. Qui est peut-être pas si extraordinaire que ça, je ne sais pas. Il va peut-être falloir l'extraire tout court. Il va peut-être falloir l'extraire. Bref, c'est un rapprochement entre Ubisoft et l'Ubiplay Plus et Microsoft et son Game Pass. Voilà, êtes-vous prêt à payer pour les jeux Ubisoft dans le Game Pass? On se posera la question en deuxième partie d'émission. Évidemment, nous retournons avec Lydia pour l'interview Play to Progress by Omen et plein de questions prévues. On a plein de questions évidemment ici qui a trait à la fois à l'univers du jeu vidéo, mais aussi à celui du stylisme de manière générale. Le Lunch Play, ça commence tout de suite et on commence par cette annonce, l'E3 2022 est physiquement annulé. C'est officiel, en plus de pas mal d'autres événements. On citait Capcom Cup, qui a aussi fait son communiqué de presse pour être annulé. Le Covid aura eu raison de lui. C'est le site GamesBeat sur VentureBeat qui titre ici l'annulation de cette E3. La GDC, la Game Developer Conference, quant à elle, se tiendra bien sur place en physique du 21 au 25 mars. Mais pour l'E3, il n'y a pas d'espoir possible. Le CES, je pense, vaccine un peu tout le monde, c'est le cas de dire, tant les peu de personnes sont présentes, et tant on va dire, la présence en physique est relativement déjà peu recommandée par l'État du Nevada. C'est ça surtout, c'est que c'est trop compliqué de se rendre sur les salons, les manifestations de ce genre en ce moment. C'est soit quasiment interdit parce que c'est pas possible, soit c'est très peu recommandé. Et puis mine de rien, avec tout ce qui sort en ce moment, les annonces et les restrictions, les gens ont peur ou ont pas envie, donc ça peut se comprendre. Et puis surtout, les organisateurs ont pas envie de prendre de risques. Donc, et puis il y a une date à échéance, faut quand même prévoir. Micro-Nanix, faut quand même prévoir les événements en amont, et du coup, plus tôt tu peux t'y prendre pour t'organiser, mieux c'est. Et dans ce cas-là, autant annoncer tout de suite que tu feras pas l'E3 en physique, quoi. Lydia, tu avais peur pour la dernière de Game of Thrones, justement, ne serait-ce qu'en France, là, les événements commencent à s'annuler un peu partout aux États-Unis. More of the same, j'ai envie de dire. Est-ce la fin de l'E3 ? J'espère que non. Je pense que non. Je te demande. Non, enfin, apparemment ça marche bien en dématérialisé. Tout à fait. Mais c'est comme, il y a eu aussi pas mal d'événements dans la mode, il y a des gros salons par exemple. Ah oui, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, tous les showrooms ou la Fashion Week, etc., c'est toujours en physique là actuellement je pense que là ça revient en physique, mais ils vont devoir repasser encore en... ils vont retenter en physique là. Ouais, mais je pense que là au fur et à mesure ça va s'annuler aussi. Mais tout ce qui est Fashion Week, par exemple... c'était quand même plutôt pas mal parce que ça permettait à plein de gens en fait de voir plus de défilés que d'habitude, parce que sinon c'est quand même assez
réservé à un certain nombre de personnes très réduit, quoi. Ouais, tu parles la possibilité de les avoir en dématérialisé et de pouvoir les voir à distance. Ouais, ça permet un plus grand accès à un plus grand nombre à tous ces défilés-là. Ouais. Finalement, tu es plutôt pour qu'il y ait plus de diffusion sur Internet de ce genre d'événements. Bah oui, plutôt. Oui, pourquoi pas. Ouais. Pour les défilés, c'est pas mal. Après, pour tout ce qui est salon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même des choses des salons, par exemple, sur les tissus où il y a des matières à toucher. Là, c'est un peu plus difficile, quoi. Ah oui. Je pense que ça marche moins bien, du coup, tout ce qui est dématérialisé. Mais pour un salon comme le 3, je me dis, oui, ça peut... Ce qui est chiant, c'est le fait qu'il n'y ait plus de contact. Parce qu'en fait, ça marche bien. On a vu le 3 en démat. Tu as des annonces de jeux. Donc, c'est évidemment ce que les gens attendent. C'est les trailers et les annonces de jeux. Et puis, les dates aussi. Mais surtout, la magie de l'E3, moi, je l'ai jamais fait. Je n'ai jamais allé là-bas. Je n'ai jamais pu vivre l'événement en physique. Mon petit rêve à moi, c'était de me dire, je vais aller là-bas, me rendre là-bas, rencontrer les acteurs du jeu vidéo, vivre l'événement de l'intérieur. Bon, c'est pas le cas, mais c'est chiant. Mais ça n'empêche pas quand même de vivre le plus important, c'est-à-dire les annonces. Mais ce qui fait le plus dommageable dans tout ça, c'est la rencontre, l'interaction entre les acteurs du jeu vidéo que certains, on peut mettre sur un pédestal ou admirer, et puis nous qui avons envie de rencontrer ces acteurs, les écouter, parce que c'est bien beau de voir les trailers de jeux, etc. Mais quand tu rencontres les acteurs, tu discutes avec eux, tu as des informations supplémentaires, tu as des insights, tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font la magie du truc. Donc, je pense que c'est ça que tu perds sur... On parle de l'E3, on peut parler de n'importe quel salon en général. C'est cette perception humaine que tu perds. Même le networking que tu peux faire sur place. Je suppose que c'est quand même des points centraux de networking assez importants. C'est un salon professionnel. Donc, ça, avec les versions en ligne, oui, tu passes plus d'un côté entertainment grand public pour tous avec des annonces, etc. Plus que ce côté justement un peu petite bulle, petite sphère privée où on essaie de faire des contacts, etc. Tu changes un peu la cible en fait finalement en passant en version en ligne. Est-ce que c'est un mal, un bien? Non, je sais pas forcément négatif. Alors, ce qui est assez fou, c'est que d'après les statistiques de l'E3 n'a jamais aussi bien marché en termes de répercussions médias que depuis qu'il est passé totalement en dématérialisé. Et c'est non seulement un succès médiatique, mais aussi un succès financier, étant donné que ça coûte beaucoup moins cher de dématérialiser complètement tout. Alors, peut-être que ces stats sont un peu biaisés, car je vous rappelle, on a vécu 2 ans, annonce de nouvelle génération de consoles, première année de la nouvelle génération des consoles. C'est souvent des E3 qui sont systématiquement méga big, méga mastoc. Mais l'année dernière, comparé à il y a 2 ans, on a senti une organisation quand même très propre avec des conférences dématérialisées qui s'enchaînaient convenablement, toutes prévues, bien organisées. On l'a tous couvert ici sur le stream. Et c'était quand même relativement bien chiadé. Et finalement, on a vécu un E3, n'est pas fort spécialement en annonces, mais qui avait été rodé. Là, en 2022, on attend beaucoup d'annonces. La question que je vous pose, est-ce qu'un retour en physique de l'E3 est possible aujourd'hui, TPK? C'était un sujet qu'on avait déjà évoqué pendant le journal, Feu le journal, où moi, personnellement, je pense que c'est, entre guillemets, la fin des salons tels qu'on les a connus. Pour plein d'aspects. Alors déjà, il y a la crise du Covid qui a mis en avant les problèmes sanitaires, c'est sûr, mais il y a aussi, je dirais, une autre lame de fond qui est un peu plus invisible pour nous qui consommons les jeux vidéo classiquement. C'est en fait cette façon qu'on a aujourd'hui de marketer le jeu vidéo qui passe par des moyens plus réduits avec parfois la même répercussion. Par exemple, tu files un budget à un influenceur spécialisé, un créateur de contenu spécialisé, il va parfois avoir... je ne vais pas dire le même retentissement, mais un retentissement assez conséquent et qui parfois met en doute les investissements sur des mètres carrés de salon en fait. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'irais mettre des loyers de ouf à la Paris Games Week alors que le stand, je prends la valeur, je la divise par 10, j'arrose tout le monde sur Internet, j'ai mon rendu en fait. Et donc j'ai un peu l'impression qu'on est à la croisée des chemins entre ce Covid, ces nouvelles façons de communiquer, et ouais, ce modèle salon qui est peut-être un peu archaïque. Sunday, on a fait plusieurs Japan Expo, toi et moi, et sur la Japan Expo, il y a cet effet communauté et vouloir aussi offrir à la communauté de telle ou telle catégorie. Ça peut être que ce soit celle du cosplay, celle Nintendo qui est souvent présente à la Japan Expo, ou celle du manga, un événement où ils peuvent tous se retrouver autour de leur série ou de leur jeu vidéo préféré. Je sais que c'est quelque chose, par exemple, qui
qui tient énormément à cœur à Nintendo. C'est pour ça qu'ils font des événements physiques en France notamment et partout dans le monde, parce qu'ils veulent que les gens puissent se rassembler autour de la marque afin de créer aussi une appétence, une image de marque supplémentaire. À votre avis, ça risque de disparaître avec le dématérialisé ou non, Sunday? Je pense pas. Enfin, j'ai du mal à voir même les salons se terminer comme tu en parles. D'un point de vue éditeur, je comprends ton point de vue, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une demande côté public en fait qui est là. Et donc, s'il y a une demande côté public, il y a un retour financier qui est là, qui est forcément intéressant. On a vu la Paris Manga. On a vu la Paris Manga, exactement. Je pensais à ça. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Paris Manga. Vous avez vu, les gars, les images de la Paris Manga ou pas? C'était effrayant. Il y avait des files d'attente immenses et en fait, les gens ne pouvaient même pas rentrer. Il y a des gens qui ont attendu des heures et des heures et les places, à la fin, ils étaient en mode « vous ne pouvez pas rentrer, même si vous avez des billets. Il y a trop de monde, c'est impossible. » Donc, les gens, il y a une demande en tout cas de retour des salons et du retour de physique, ça c'est certain. Je pense qu'effectivement, ces événements, à proprement parler, les gens en demandent et ça, je pense que ça disparaîtra pas. C'est vraiment le modèle salon pour annoncer, tu vois, le marketing. Je vois. Puisque il y avait un troisième point que c'est vrai que j'ai pas forcément rajouté, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs et tous les développeurs et toutes les marques aiment contrôler, maîtriser leur communication. Et aujourd'hui, c'est très rigide d'attendre le rendez-vous de l'année, le 3, le Summer Game Fest, etc., le Tokyo Game Show pour faire son annonce. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'éditeurs ont leur truc. Le B-Forward, le Nintendo Direct, la BlitzCon, le PlayStation Showcase, etc. PlayStation Showcase, les State of Play. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu archaïque, quoi. Dans d'autres milieux, est-ce que les annonces se font maintenant un peu en dehors d'événements et de calendriers classiques depuis le Covid? Oui, c'est même ça chamboule même les Fashion Week par exemple. Enfin, pour la mode en tout cas, il y a de plus en plus de marques en fait qui se libèrent un peu du planning très qui est déjà défini depuis très longtemps, quoi. Collection automne-hiver, collection printemps-été, etc. Complètement. Et avec d'autres problématiques aussi, avec aussi l'idée de l'écologie et de j'avoue ça. Voilà, c'est pas que ça, mais ça tient pas que aux événements, quoi. Le 3, c'est la fin, à ton avis, Nanix? On n'aura plus de retour de l'E3 en physique? Parce que l'E3 marche bien en dématérialisé. La marque marche bien, la marque est porteuse, vraiment de ouf. En fait, j'écoutais vos arguments et je suis un peu d'accord avec tout le monde. Le truc, c'est que j'ai vraiment soulevé ce que disait TPK, c'est le côté l'E3, c'est quand même le rendez-vous des annonces. Ça a toujours été marketé comme ça, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Par exemple, dans mon esprit, j'étais en train de me dire, bon, vous parlez de ça, mais il y a aussi le Paris Manga, il y a la Paris Games Week, où finalement... Tant qu'il y avait la Paris Games Week, c'était toujours blindax de monde, alors que tu avais quasiment peu d'exclus de jeux. À la Paris Games Week, tous les jeux sont déjà sortis ou allaient sortir, avaient déjà été présentés, et pourtant c'était noir de monde. Mais c'est pas du tout la même façon de communiquer aussi sur le produit du jeu vidéo. Là, le 3, c'est vraiment, on vous présente les nouvelles consoles, les nouvelles IP, évidemment les nouveaux projets, les nouvelles politiques d'éditeurs et de constructeurs. Et je me dis que, pour moi, il y a deux choses. Il y a aussi quand même, j'ai la naïveté de penser que le 3, il y a aussi un aspect communautaire, le côté y être, voir les acteurs du jeu vidéo, comme tu disais, créer un réseau, être dans l'industrie, etc. Shigeru Miyamoto chez Xbox. Voilà. Bien sûr. Évidemment. Et puis je veux dire, c'est super stylé de voir Keanu Reeves arriver sur scène et parler de Cyberpunk. Chez soi devant son écran, mais c'est 10 fois mieux de le voir et d'être là-bas. Et ça, je pense que tant qu'il y aura ce type d'événement-là, ça aura de la valeur, je pense. Je pense que c'est pas que c'est fini, mais oui, la partie physique, je pense pas qu'ils vont retrouver des audiences comme ça avait pu être par le passé, quoi. On a lancé un sondage dans le chat, un retour d'un E3 physique, et 45% des votants ont répondu ça ne sert à rien. Pourquoi pas? Pour 33% des votants, il n'y a que 22% des votants qui disent il le faut. Ils ont été que 10% à voter, cela dit. On va lancer plus de sondages dans le chat, donc tenez-vous prêts évidemment à interagir dans cette émission. L'interaction. Beaucoup le web de sur Twitch. Waouh. Oui.
Normal, on est sur Twitch après tout. On est sur Twitch. En vrai, je suis pas si surprise des résultats parce qu'on est sur un public français, donc c'est un truc qui peut paraître très inaccessible en fait d'aller à l'E3. Bah, c'est genre clair. tu te dis pas, oh bah tiens, je vais aller à l'E3 quand même. Oui, c'est ça. C'est des journalistes. Donc voilà, c'est ça, c'est un truc de journaliste. Et encore quand t'es dans ce milieu, quoi. Et puis d'influenceurs et puis certains, quoi. C'est pas tous. Cette année, on a suivi l'E3 pour avoir commenté chaque conférence qui est passée. On a fini à des horaires pas possibles. Le français moyen, il dit bah les gars, cette heure-ci, je fais dodo ou j'évite que mon appart prenne le feu à cause d'un plafonnier. Il n'a pas le temps. C'est le côté inaccessible, le côté un petit peu dream, quoi. Le 3, c'est quand t'es fan de jeux vidéo, en plus dans l'industrie, plus que dans le grand plus pour le grand public, je pense, t'es en mode c'est un rêve d'y être, mais c'est tellement complexe d'y aller de base, même quand il n'y a pas le Covid, etc. En termes de place, en termes d'invitation, en termes de réseau pour pouvoir s'y rendre. Que là, on te vend tout chez toi. Tu n'as au final pas l'inconvénient de te déplacer d'un stand à un autre. Là, tu as toutes les confs qui arrivent, tous les jeux qui sont présentés. Bah oui, au final, t'es bien. Et t'as pas l'impression de passer à côté de l'événement. Tu le vis avec des millions de personnes en même temps qu'eux. Ouais, t'as le tunnel d'annonce qui est stylé. Oui. On a bien kiffé cette année. Ah oui, non, il y avait des belles confs. Il y avait des moins belles. Il y avait des confs. C'est vrai que le 3, ça reste quelque chose de très particulier, étant donné que c'est vraiment un événement beaucoup pour annoncer des choses. Ouais. Mais je connais toi, Sunday, tu vis un peu de l'événementiel aussi. L'événementiel, ça fait partie de ton taf, ou ça fait partie de ton taf. Ça fait partie. Et on connaît beaucoup de personnes qui vivent aussi de l'événementiel. Oui. À ton avis, ça va être difficile en 2022, encore une fois, ce secteur-là ? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà enclenché une adaptation, parce que si ton business c'était de vivre de l'événementiel et qu'en 2022 tu es toujours basé sur ne vivre que de l'événementiel, c'est ton business model est un peu bancal, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je dis, si vous êtes malin 5 minutes, il y a un moment, vous avez eu le temps de réfléchir quand même. Il y a eu le temps de s'adapter quand même, être préparé. Après, c'est vrai que c'est une catastrophe pour ceux qui sont purement là-dedans, et même, je pense, plus pas des gens qui vivent des salons, mais des gens qui organisent les salons en eux-mêmes. Là, par contre, eux, c'est une galère. Soit salon ou organisateur de tournois, on en parlait avec TPK. C'est vrai que c'est vraiment très difficile. En tout cas, cette année, ce sera en dématérialisé. Ce sera très probablement sur notre antenne, évidemment. Le stream, vous pourrez suivre la totalité de l'E3, des conférences, l'analyse, les décryptages et toutes les news avec, on se souvient, l'année dernière, ces dernières news, où Suri FKZ était au bout de leur vie. Voilà. Après une bonne grosse semaine de 3, à travailler toute la nuit. Bon, je pense que cette reine Elisabeth qui a été avec nous pendant l'intégralité de la semaine. Force à elle, parce que vraiment, c'était pas simple. Et à la fin, on n'en pouvait plus. On s'est bien marré, il y avait eu des quiz, c'est vrai. Vous avez bien fait rire. Et ça me rappelle que Ubisoft a annoncé un jeu Avatar. D'ailleurs, je viens de voir ça. Elle est complètement oubliée. C'était le One More Thing de la conférence Ubisoft, justement. Mais c'est vrai que c'était là. C'était complètement là. Good time. C'était vraiment good time. En effet, on clôture le sujet sur le 3 et on va parler de Pokémon Légende Arceus. Nouveau trailer, 6 minutes de trailer que si vous en avez la possibilité en régie, ne mettez pas en plein écran, sinon on va encore se faire strike. Un launch play ici, c'est sûr et certain. Donc dans les derrière Sunday, derrière Lydia, envoyez le trailer là. Merci. Vous êtes des amours, c'est nickel chrome. Le jeu est présenté en totalité, que ce soit le village, le système, le gameplay. Comment est-ce que l'on progresse dans ce jeu? Quel est l'intérêt de capturer les Pokémon? On voit pas mal d'objets supplémentaires et surtout le rendu final, car vous n'en êtes peut-être pas au courant, mais certains ont déjà le jeu. Vraisemblablement, quelques petits malins mal intentionnés ou bien renseignés ont déjà réussi à se procurer le jeu. En effet, le jeu est gold depuis pas mal de temps. Et du coup, ça s'apprête à sortir à la date prévue. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez toutes ces images TPK? Force déjà. Force. On n'a rien pu faire. Écoutez... Salut mon pote. Je te trouve méchant. Non, en vrai, la qualité intrinsèque du jeu, j'en sais rien, j'y ai pas joué. Donc s'il faut, le gameplay sera très très bon et je ne juge évidemment pas du gameplay. Je vois arriver les Pokéfans en furie qui vont dire il y a que nous qui avons le droit de dire du mal de nos jeux. On peut faire des roulades, de Dark Souls sur des attaques de Pokémon. Voilà. Bon, force est d'admettre que
C'est plus fluide là déjà. Ouais. Que le trailer qu'on avait vu. Évidemment, c'est moins cata qu'avant. C'est moins cata, c'est vrai. Ah ouais, c'était cata de ouf. Je suis quand même d'avis de dire que c'est malheureusement pas très joli. C'est très vide, il n'y a rien. Alors après, effectivement, moi je suis curieux plus des interactions que tu vas pouvoir avoir avec les Pokémon dans la nature. Ça, c'est intéressant parce que à la Pokémon Snap, tu vois, c'est toujours l'intérêt dans le jeu Pokémon, c'est les interactions. C'est pas juste des monstres que tu vas envoyer comme dans un JRPG classique. C'est vraiment un univers créé pour cela. Moi, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et aussi, surtout, c'est un jeu qui, au final, j'espère qu'il va fonctionner de tout mon cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui, pour une fois, prend la formule Pokémon et la fracasse en deux, en fait, et dit on va partir dans une toute autre direction. Et ça c'est intéressant pour le coup. Sortir du côté multi, on est dans un jeu 100% solo, avec a priori Arceus, c'est tout un pan mythologique de Pokémon qui est très élaboré, très développé, très intéressant. Enfin, la mythologie Pokémon, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. Là, en l'état, je dois bien admettre que ça me plaît pas visuellement. Il n'y a rien qui me fera dire que visuellement c'est une réussite. Rien du tout. Par contre, le gameplay, on verra. Lydia, est-ce que tu joues à Pokémon un peu ou pas du tout ? Alors. C'était un de mes premiers jeux sur Game Boy à l'époque. Pokémon bleu et rouge. J'étais hyper fan de ça. Je pense, comme tout le monde, avec ma meilleure amie, on s'échangeait les Pokémon, on avait acheté chacune une version et tout. Ensuite, il y avait Pokémon jaune, je crois, version jaune. Et après, plus trop, j'avoue, j'ai un peu lâché. J'ai beaucoup fantasmé quand c'est sorti sur Nintendo 64 avec des graphismes en 3D. Je trouvais ça complètement incroyable. Mais j'étais plutôt team PlayStation, donc je l'ai pas acheté. Et puis depuis, je pense comme tout le monde, j'ai un peu joué à Pokémon Go, mais... Ah, t'as joué à Pokémon Go ? Ouais, mais Pokémon très fait quoi. Voilà, donc j'avoue, j'ai lâché depuis ce moment-là. Donc là, tu t'es pas remis à Pokémon. Est-ce que revoir la formule changer, parce que finalement la formule n'a pas beaucoup changé depuis Pokémon rouge et bleu, c'est globalement le même jeu avec d'autres mécaniques, mais est-ce que voir cette formule un peu plus Zelda, Breath of the Wild, t'es à la Switch, il me semble. Oui, je l'ai. J'ai joué à Zelda d'ailleurs. Pourquoi pas, mais c'est vrai que là les graphismes, je me dis pas non plus waouh, c'est génial quoi. Non. Zelda, par exemple, c'est hyper beau, quoi. Ça, c'est un peu plus... La comparaison, elle est compliquée, là. Ouais, c'est ça. Là, à vue d'œil, Totalement raison. Zelda, c'est pas le jeu le plus beau de la Terre, non ? Non, mais je sais pas. Non, mais il va. On va dire que ça masque super mieux la misère, je trouve, Zelda. Le cache-misère, déjà parce qu'il y a plus de relief dans Breath of the Wild. En fait, vu que tu mets des montagnes partout, t'as pas le temps de voir si ça clip à l'autre bout, tu vois. C'est cool. Là, c'est relativement plat et surtout, c'est assumé. Sur Pokémon la DA sauve énormément le jeu. Là, dans le jeu, ce que je vois, c'est assumé, c'est vide, c'est pas très beau c'est pas très beau, c'est pas beau en termes de texture. On va dire c'est un open world sur Switch aussi. Bien sûr. Après, moi, je trouve le seul point positif, c'est que vraiment le trailer qu'on avait à l'E3, ça ramait de dingue. Là, ça a l'air d'être fluide et d'être assez opti. Et moi, c'est pas ma cam de base Pokémon, donc force à ceux qui aiment ça. T'as pas aimé la cutscene, TPK ? Non, c'est pas ça, c'est l'open world sur Switch. Je veux dire, Genshin Impact. On n'y croit plus. Tu vois, je veux dire, mec. Oui, mais pourquoi le jeu est pas sorti d'après toi ? Non, mais c'est pas une question que le jeu soit sur Switch ou pas. C'est tu vois le rendu de Genshin Impact sur un mobile. Une Switch, c'est un mobile. C'est un mobile de 2014. Bon, voilà. Quand tu vois le rendu de Genshin Impact, tu te dis mais pourquoi tu vois, dire qu'est-ce qui fait que chez Genshin ça marche et pourquoi là visuellement Legends of Arceus ça marche pas sur Switch. C'est bien le problème. On l'attend toujours. J'ai du mal à me. Est-ce que c'est vraiment un challenge technique ? Est-ce que c'est vraiment techniquement très difficile de porter un jeu, d'avoir un rendu Genshin Impact sur une Switch ? Je sais pas. Demandons à CD Projekt Red avec le portage de Witcher 3. Ouais, mais qu'en pense-t-il ? Doom Eternal. Portage est excellent sur Switch. Il est en 480p. Tout le monde peut porter un jeu en baissant la résolution et les FPS. Par contre, let's go là-dessus. Tu vois, le jeu, tu y joues et très très bien. Sunday, par rapport à ces images, tu as pu voir un peu tout ce trailer. Est-ce que le gameplay te donne un peu plus envie de t'y plonger ? J'ai eu des petits frissons de plaisir. Moi, en regardant le trailer, je ne serais pas de la team aigrie, mais messieurs. Je suis pas aigrie, j'ai dit que l'équipe fonctionne. Je peux tatouiller, j'en profite. Ça veut dire que c'est pas beau, ça peut être aigri.
Je reconnais que c'est pas beau, mais je reconnais aussi que je suis joueuse de version portable, donc je t'avoue que moi, les graphismes, je n'en ai rien à faire. Par contre, vraiment, ça me sauce, ça me hype, ça me donne envie. C'est de la nouveauté, c'est de l'innovation. Il y a une vibe un peu Monster Hunter que j'aime beaucoup, et j'ai vraiment hâte de mettre les patounes dessus. J'aime cette façon qu'ils ont de nous teaser sans nous expliquer, ce qui fait que ça nourrit la curiosité petit à petit. Et plus on approche, plus on en voit, mais plus on est en mode qu'est-ce que ça va être exactement ? Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Qu'est-ce qu'on va grignoter ? Donc, beaucoup d'intérêt sur ça. J'ai envie d'en savoir plus sur le côté histoire, sur le côté mythe. J'ai envie qu'ils alimentent un petit peu plus ce côté-là. Et ce jeu a l'air de répondre dans ce sens à un petit peu un manque qu'on a sur les autres jeux Pokémon. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis surtout, j'ai envie d'imaginer des possibilités plus tard. Il y a la 4G qui est ressortie. Il y a ce jeu-là, les deux sont l'air quand même assez liés. J'ai envie d'imaginer qu'il puisse y avoir des choses liées entre... À chaque génération, des liens différents avec différents jeux Pokémon. C'est vrai qu'une licence qui, pour le coup, sait faire des spin-offs complètement différents sur le même jeu. Il n'y a pas vraiment de jeux Pokémon qui se ressemblent. Parle bien, mais Pokémon Tournament 2 est actuellement dans la liste des mais moi jeux j'achète, j'ai toujours dit que c'était le meilleur jeu. Donc il y a tout. Question. Vous dites Arceus, Arceus, Arceus ou Arceus? Vous dites quoi, vous? Regigigas. C'est le vrai nom. Arceus, ouais. Arceus, ouais. Arceus. Arceus. Dia, tu dis quoi, toi? Je dirais peut-être Arceus. Arceus. Un petit côté un peu latin. Arceus. J'ai toujours dit Deus, Arceus. Dans le trailer japonais, il dit Arceus. Et j'ai eu bien le seum. Ça s'écrit comme ça en japonais, mais après, je pense que chacun le prononce un peu comme il le voit. Voilà, en tout cas, prévu pour le 28 janvier prochain, il me semble. Le jeu risque de se dévoiler totalement avec un trailer traduit en français. Je l'espère bientôt. Notez que ce trailer s'accompagne de 3 campagnes de pub au Japon d'une 30aine de secondes où on voit des morceaux d'ailleurs de ces différents trailers. Le renouveau de Pokémon. On verra en tout cas si le jeu fonctionne aussi bien que Pokémon Diamant et Perle, qui semble, lui, battre des petits records de vente pour un remake. C'est colossal. Oui, oui. Oui. On est d'accord. Oui. On est quand même assez loin. Dans le chat, on vous a demandé si vous êtes hypé par Pokémon Legend Arceus. Et vous êtes, plutôt non. Car vous êtes des gros gamers PC. Oui, ils sont tous PlayStation. Évidemment, vous avez une PlayStation avec plein de jeux. Donc ces jeux pour enfants tout moches comme TPK, ça ne vous concerne pas. La balle perdue. Elle est où la virgule? Tout était lié, quoi. La ponctuation dans une phrase française, j'aime la rentrée typiquement, tu vois. Le tir, quoi. Le petit tir bien glissé, quoi. Bravo. Seuls 23% des votants sont saucés en tout cas par le jeu, et après ça oscille entre bof, c'est-à-dire j'y jouerai si mon streamer favori y joue, et non, c'est-à-dire j'achèterai le jeu quand même mais j'y jouerai pas. Voilà pour ce Pokémon Arceus. On va parler maintenant du CES avec les annonces de Samsung. Au CES, la marque était venue présenter ses nouveaux smartphones. Alors tour de table ici, vous êtes team iPhone ou team Android, Lydia? iPhone. iPhone. Une évidence, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est plus fluide, quoi. C'est plus, ça marche bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a jamais de problème. C'est la team tranquillité, j'ai l'impression. La team tranquillité, tranquillité. On met le prix de la tranquillité. Sunday. Oui, ça y est, j'ai fait... Mais non! Tu te rappelles, le lunch play qu'on a fait, on a parlé du Black Friday, oui. On avait parlé des offres, téléphones, etc. Et je me suis rendu compte que quel que soit le modèle que je voulais, vu qu'il était récent, il n'y aurait aucune promo. Donc juste après l'émission, je suis partie avec mes petites pattes à l'Apple Store et j'ai été m'acheter un iPhone. Les dames en iPhone et les hommes alors là-dedans? Moi, j'ai un Huawei. Oh là Huawei P30. Moi, j'ai un P30. Mais Huawei, non, pas P30. En vrai, valeur sûre. Non, c'est un écran de protection. Donc, c'est juste l'écran de protection qui est pété. Et je l'avais pris parce que c'est un très bon photophone. Donc, j'en avais besoin pour faire mes captures. Voilà. C'est vrai. Et ici, on a, excusez-nous, un Nanix. Team quoi? Bonjour. Team Samsung.
La Game Boy. Voilà. Ah, je vois la démarcation à chaque fois que tu le déplies, ça me... Oui, moi aussi, ça me... Ouais, ça me trigger Ça me de dérange un ouf. peu. Mon maniaquisme infâme. Je vois le reflet, arrête. C'est comme ceux qui se tripotent le nombril, là. C'est... Moi aussi, c'est quelle horreur. Hein. Non, Akimoshi Walui. Dégueulasse. Je ne vais pas évidemment entendre parler de ça. Eh bien, Samsung, force est de constater quand même qu'il reste un peu leader dans le marché, même si les téléphones chinois grappillent petit à petit des pas. Et du coup, pour être toujours leader, ils innovent et ils innovent à mort. Vous connaissez bien entendu le Z Flip et le Z Fold. Z Flip ici, le Z Fold, c'est celui de l'ami Jiraiya. Eh bien, on va aller encore plus loin dans le Z Flip et dans le Z Fold avec les concepts Flex G et Flex S. Une pliure. Hold my coffee. Deux pliures maintenant à la verticale et à l'horizontale pour déplier un écran 4K 16/9 dans le métro. Ouais, tu vas sortir ton téléphone comme ça, tu vas faire bla 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 et là hop. Tu te fais ta télé, tu sais, tu déplies ta télé. En n'oubliant pas, surtout de m'aspecter à mort. Quand le métro est bondé et tout, t'es assis comme ça. Tu lis ton journal, tu sais. C'est terrible. La pliure, derrière la pliure, voilà, ils ont présenté d'autres concepts de smartphones, dont des smartphones coulissants. Alors c'est ceux qui se déroulent là. Exactement. Oh, quel bonheur, c'est si satisfaisant. Bah oui, les Chinois avaient déjà présenté un peu des concepts comme ça de téléphones qui se déroulaient, mais là, regardez. Ok. Le concept chez Samsung. L'idée est d'offrir un agrandissement à ton téléphone et de mettre une barre d'application déroulante juste derrière. Regardez, et hop. J'allais dire, c'est quand même un peu inutile, non? C'est inutile. Je ne saurais dire. C'est justement la question que je vais vous poser, évidemment. C'est blanc de réponse, apparemment. Bien sûr. La question est vite répondue. La question, l'idée n'est pas de savoir si c'est utile ou inutile. L'idée est de savoir, évidemment, si ça vous plaît. D'après vous, ces concepts de téléphone sont-ils l'avenir des smartphones? Toi, j'ai l'impression, Lydia, que tu es un peu réfractaire au progrès. Oui. Mais non, mais au progrès carrément, non. Attention, c'est pas c'est pas vraiment l'angle. Non, mais j'ai une question. Pourquoi faire ça? J'ai du mal à voir le. T'as tes plus grands écrans que tu mets dans. Ouais. J'ai un petit bémol. C'est une tablette là. Oui, ça a l'air d'être. Ouais, c'est ça. En fait, si c'est une tablette pliante, ok, mais si c'est un smartphone pliant. Déjà, le Fold. Attends, c'est pas genre ton smartphone que tu te transformes du coup en tablette? C'est pas l'idée. principe. Parce que là, c'est peut-être le rendu de l'image, mais il a l'air gigantesque le téléphone. Même. Ouais, il est énorme. Je veux dire, même en le dépliant, non, c'est une tablette, monsieur. Ah non, c'est mon smartphone. Regardez, clac, je sais pas, c'est bizarre. Regarde ça. J'adore Samsung, pourtant, j'adore ce qu'ils font, mais ils ont montré. Format tablette, ça marche, quoi. Format smartphone, je trouve ça trop grand. Ouais, toi, c'est un problème de taille. Et d'ailleurs, si tu as pris celui-là, c'est parce que justement, ça permet de gagner de la taille un peu, le Z. Ouais, mais par contre, je vais le critiquer sur. Il est épais comme un panini, je vais le critiquer sur l'aspect photo, mais là, c'est parce que le vendeur me l'a trop bien vendu et n'a pas été très honnête sur la qualité des photos. J'hésitais entre Galaxy S21 qui faisait des bien meilleures photos et celui-là, et j'ai craqué sur le côté un peu innovation. T'as payé un truc plus cher? Non, pas plus cher, justement. J'aurais payé plus cher l'autre que celui-ci. Ah ouais, le S21 était plus cher que Il est très cher, le S21, je crois. Ah oui, d'accord, en effet, oui. Il fait des super photos, quoi. Enfin, quand tu prends le modèle, parce qu'il y a deux ou trois différents modèles pour le S21, vraiment le modèle plus fait des photos incroyables. Donc. TPK, l'idée de pouvoir péter non pas un, mais 3 écrans, ça ne te séduit pas? Ça me ravit, je me dis, c'est ça le progrès. J'adore péter 3 écrans en un. Moi qui, vous l'avez vu, ça commence à ressembler doucement mais sûrement à une mosaïque tunisienne, donc j'en suis là. Bon, j'ai déjà pas de bouilloire chez moi, je pense que je vais pas faire l'acquisition d'un Fold Z plus Super ça te fait pas 3. Du tout envie. Non, mais en fait, je vais rejoindre un peu Lydia. Non pas que je trouve ça inutile, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui trouveront une utilité. Je veux dire, effectivement, j'en doute pas. Il y a bien des gens qui ont des chausse-pieds chez eux, tu vois. Mais moi, non. Donc, j'arriverai pas forcément à en trouver l'utilité là-dedans. D'autant que, j'utilise Twitter, Instagram et Legends of Runeterra. Si je plie mes bordels pour jouer à Legends of Runeterra, je vois pas l'intérêt. Donc,
T'aimerais pas avoir juste un écran un peu plus grand pour pouvoir jouer à Runeterra ou Je veux bien Il n'y a pas des applications sur certains jeux vidéo où tu as une plus grande vision du jeu parce que ton écran est plus grand. Écoute, je vais bien te donner une réponse, mais c'est mon PC. Ah, mais un PC, c'est pas un support gamer. Ah bon? Bah non. C'est quoi? T'es obligé d'être chez toi pour y jouer, c'est zéro. Les hardcore gamers, ils jouent où ils veulent quand ils veulent. C'est vrai que moi, je suis pas hardcore gamer dans la. T'es pas hardcore gamer, non, toi. moi, je joue à la maison, tranquille, au chaud. Ouais, t'es un casu, quoi. Casu, voilà. casu avant tout. Moi, j'ai toujours cru au casu. Évidemment. J'adore les points d'interrogation dans le chat. C'est formidable. Sunday, des téléphones qui peuvent s'agrandir, des écrans qui peuvent se déplier. En vois-tu une utilité directe, concrète dans ce que tu fais? Tu as quand même acheté un téléphone pour sa qualité de photo et vidéo, je rappelle, tout de même, parce que c'est utile dans ton travail. Je suppose aussi que c'est la plupart du cas. Quand on prend des photos de nourriture pour le compte Instagram, par exemple, exactement, il faut qu'elles soient impeccables. Bah oui, bien sûr. Nous, c'est vrai que c'est pas des vrais travails, mais pour les gens qui ont des travails. C'est vrai, mais nous, rappelons-le, on ne fait pas un vrai travail. Bon. Un écran dépliant. Alors, en vrai, j'ai hésité à acheter le Fold, justement. Ah, parce que tu as vu Gigi s'en servir, non? Eh bien, c'est pas Gigi, mais c'est un autre pote à moi, c'est Léo Techmaker, voilà, ceux qui connaissent, qui m'a montré surtout le côté photo du Fold. Et le côté photo du Fold, ce qui est intéressant, c'est que la caméra arrière, qui est généralement meilleure que la caméra frontale, du coup, quand tu as un téléphone qui se déplie, tu peux mettre ta caméra arrière et l'utiliser pour faire des photos devant. Tu as un retour en fait sur l'écran. Donc, tout ce qui est selfie ou photo où tu as besoin de te voir, tu l'as face à toi. Ça, c'est bien. Et ça, c'est game changer. J'étais en mode, quand même, c'est un vrai argument. Le problème, c'est que le capteur photo n'est pas au niveau. Faut le dire vite. Oui, il faut le dire vite. Le capteur je vais te remettre un obstacle. Donc toi, l'idée, ce serait... En fait, plutôt que de déplier le téléphone, tu trouverais ça plus intéressant qu'il y ait des écrans devant et derrière ton téléphone, peut-être. Avec un écran derrière qui soit juste un écran de retour d'appareil photo ou de notification. Ça, ou la possibilité d'avoir la caméra arrière qui basculerait sur l'avant du téléphone. Juste qu'on ait la même qualité à l'avant et à l'arrière. Oui, voilà, une caméra avant de meilleure qualité. C'est ça, voilà, simplement. Oui, c'est ça. Ça sous-entendrait des parties mécaniques, par contre, après, si on veut changer de place certaines choses. Parce que c'est un peu ce qui est critiqué avec ces téléphones-là, c'est qu'on arrive à des téléphones qui n'ont plus trop de parties mécaniques, donc pas de parties amovibles qui bougent et qui sont susceptibles, avec le temps et l'utilisation, évidemment, de moins bien fonctionner. Donc on a globalement des smartphones qui sont aujourd'hui plus robustes. Je sais que ça paraît peu évident, mais je vous prie de croire que pour avoir eu beaucoup de téléphones à clapper dans le temps, ça tenait pas bien l'ouverture, la fermeture. Le clavier AZERTY, là. Quel bonheur. C'est vraiment... le truc horizontal, là. Tu mettais en 16/9, ton truc. J'étais trop jalouse des gens qui avaient ça, moi. Oh là là, ils sont trop forts et tout. T'avais l'élite qui arrivait avec les BlackBerry. Oui, voilà, les BlackBerry. Le clavier. Ils étaient au-dessus, quoi. Au-dessus. Alors qu'ici, c'était Team Nokia, quoi. La brique. Nokia, je pouvais le jeter sur les gens. La brique était invincible. C'est vrai. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Avec les meilleurs jeux mobiles de l'histoire. Le Snake, là. Le Snake, il y avait le Space War, enfin une espèce de Space War en 2D, là, le shoot 'em up marrant et tout. Ouais, mais maintenant, il y a Clash Royale. Donc on sent que tu t'amusais bien quand tu étais à l'école. Quand j'étais chez mes tantes. Voilà. Quand tu étais chez tes tantes, évidemment. Donc pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui va se multiplier? Vous voyez Apple faire des smartphones pliants ou des smartphones dépliants comme ça? À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont proposer dans leur gamme? Et s'ils proposent, est-ce que là, nos clientes Apple seraient éventuellement clientes d'un téléphone comme celui-là? En Lydia, non, pas du tout. Sincèrement, non, moi je pense pas. Okay. Non. En plus, j'ai l'impression que du coup, c'est un peu plus fragile, quoi. J'ai du mal à imaginer un téléphone qui se plie et qui n'est pas fragile, quoi. Au bout d'un moment, on rappelle tout ce qui est mécanique, c'est comme le bouton de l'iPhone. Au bout d'un moment, ça pète. Donc, Il fait le malin, là, tu vois, la Minanix, mais dès qu'il fait tomber son téléphone dans le sable, des morceaux de sable se mettent dans sa charnière et puis il peut dire au revoir. Il n'est pas étanche aussi, ton téléphone, il me semble. Donc évidemment, si vous le faites tomber dans l'eau, c'est fini. Mais je crois que les derniers modèles récupèrent une certaine forme d'étanchéité quand même. Donc non, vraiment, oui, non, pour moi, l'idée, c'est vraiment non. Toi, Sunday?
Non plus, vraiment. Puis surtout, faut se dire que ça coûte déjà un prix faramineux. Alors si en plus tu rajoutes un côté dépliant et tout, tu peux multiplier le prix par 2, par 3. Apple, oui, forcément. Non, pitié, quoi. Juste pour flexer en montrant que ton truc se déplie. Ils font bien des roulettes pour MacBook Pro à 90 balles l'unité. Oui, ou des lingettes pour nettoyer ton écran à 25 €. Elle est là, ton innovation. Ils sont scandaleux. Ouais, j'avoue. Bah ouais. On peut avoir des trucs pliants alors que tu vends des lingettes pliantes à 25 balles. Du Sanitol à 25 balles pièce. Pourquoi pas. Oui. Ouais, Sanitol Apple. Apple. Ça change. On sait qu'ils aiment bien marger convenablement. Sondage dans le chat, évidemment, au niveau des smartphones pliants. Question avant de passer à un autre sujet. Si vous aviez quelque chose à améliorer là, sur vos iPhones, ce serait quoi? Parce que l'iPhone est un téléphone qui évolue peu, entre guillemets, en termes d'architecture, année après année. Il y a un truc que tu retirerais, toi, qui t'embête à l'utilisation de ce téléphone? Non, qui m'embête, non, pas spécialement, mais par contre... Le notch, pas un problème. Le notch, la petite partie... Oh non, ça me dérange pas. Oh, ok, dérange pas. Non, franchement, pas du tout. Non, c'est plus la qualité des appareils photo, quoi. C'est juste ça. Parce que moi, j'en ai un quand même qui est plutôt... c'est le 11, qui est quand même pas non plus très vieux. Ah oui, c'est vrai. Mais quand même, je trouve que les photos sont déjà moins bien que les nouveaux. Donc, que le 13 ouais. C'est toujours... Donc c'est un peu dommage. C'est pour t'inciter à acheter le 13. Bah oui, je sais bien. Mais moi, généralement, je les garde très longtemps. Donc ça marche pas comme ça. Exactement. C'est une grosse politique de consommation, ça. Moi, je les garde super longtemps. Je les tiens en très, très bon état. Comme ça, je peux les revendre et me servir de ça pour acheter un nouveau. C'est propre, hein. Ultra minutieux. Tu changerais quelque chose à ton magnifique iPhone 13? Oui, je lui rajouterais une petite fonction que j'avais sur mon Huawei P20 et que je n'ai plus ici. C'est tout ce qui est capteur de sourire et capteur de mouvement pour la prise de photos. En gros, sur les Huawei, il y a une option qui existe où tu es à distance de ton téléphone et soit tu souris, soit tu lui fais un signe, genre tu lui fais comme Pépé, clac, tu lui fais comme ça. Et il va lancer la photo, donc il va lancer un timer et te prendre la photo. Donc quand tu veux faire des photos, soit avec d'autres personnes et vous êtes hyper nombreux et tu as le bras comme moi qui fait 10 cm, donc du coup, faut que tu t'éloignes loin ou juste que tu fais tes photos toi-même. C'est un banger cette option et je comprends pas qu'elle soit pas déjà sur les iPhones. Non, c'est super idée. Je savais même pas qu'il y avait ce genre de truc, un déclencheur à distance par reconnaissance de mouvement. C'est incroyable ça. Les vrais trucs utiles de la vraie vie. Hein. On est, oui, c'est ça. On est sur l'utilisation du quotidien. Dans le chat, 75% ne croient pas en l'avenir des téléphones pliants. C'est-à-dire qu'on voit évidemment peut-être pas de visionnaires sur le chat, ou peut-être tout simplement des gens qui savent à quoi s'en tenir déjà. Je vous rappelle que aujourd'hui à 16h30, c'est le journal du hardware et qu'ils décortiront toute l'actualité, notamment du CES, avec, vous l'avez vu, Nvidia et AMD qui ont annoncé nouvelles cartes graphiques, notamment leur version accessible de leur nouvelle déclinaison de cartes graphiques, commençant aux alentours de $250, pas spécialement ultra puissante, mais avec toutes les fonctionnalités des cartes graphiques de cette génération. Quand on sait la pénurie qu'il y a de cartes graphiques, de composants de manière générale, avoir des cartes peut-être plus faciles à produire, moins chères, plus accessibles, et qui sortiraient dès mi-janvier, ça peut être vraiment très, très, très intéressant. On enchaîne avec une rumeur plus que persistante, ça fait la 3e fois que ça revient dans les créneaux. Et là, jeuxvideo.com, news sur un tweet du leaker fou Nintendo, bien entendu, alias Leaky Pandy, qui avait déjà annoncé la sortie non seulement et l'annonce d'un futur Zelda Breath of the Wild, mais aussi du dernier Fire Emblem. Il revient avec cette news Mario Kart 10, l'épisode exclusif à la Nintendo Switch, aurait leaké. Évidemment, on sait que tous les tweetos peuvent piffer toute leur vie des trucs, mais là, c'est un tout petit peu sourcé puisque commence à fuiter par-ci et là les programmes des futures révélations du Nintendo Direct de mi-février. Ainsi, dans cette liste de révélations, un nouveau Xenoblade, ça, il n'y avait rien à craindre puisqu'on savait déjà de toute façon qu'il allait arriver. Rogue Squadron 4, Mario Kart 10 ou Crossroad. Voilà, beaucoup de noms semblent avoir été utilisés pour parler du jeu
en interne chez Nintendo un nouveau titre Pikmin par Next Level Games, dont on sait qu'ils sont en train de développer, je vous rappelle, les développeurs de Luigi's Mansion. Et Mario Foot. Exactement. Qui a attendu apparemment à Capacity. Mario Foot. C'est la première fois qu'il développerait un jeu Pikmin d'ailleurs, du coup. Ouais. Ça, c'est assez inattendu parce qu'on savait qu'il bossait sur un projet depuis la sortie du dernier Luigi's Mansion, mais on savait pas quoi. Donc ça serait un Pikmin, vraiment? Mais ça parle pas de Pikmin 4, hein. Ça parle d'un jeu à licence Pikmin. Pourquoi pas, hein. C'est la suite du jeu mobile Pikmin, là. Peut-être. Ou Pikmin Foot. Terrible. Pikmin Foot. Pikmin Foot. Ah oui, mais c'est les Pikmin, les ballons, en fait. Ouais, c'est ça. Qui permettrait de fusionner un peu tout ça. Pour ce Mario Kart 10, jeuxvideo.com précise qu'il serait un Mario Kart cross licence de Nintendo. Ce que Smash Bros fait d'ailleurs à merveille avec cette version Smash Bros Ultimate. Mario Kart reprendrait la formule. Si vous avez joué à Mario Kart 8, on peut déjà jouer Link, il me semble, dans le jeu. Marie. Les Squid, Marie, j'avoue, de Animal Crossing. On peut déjà jouer tellement de persos un peu un tout feu tout flamme. L'idée d'avoir plus de persos venant d'univers étendus ne serait pas fou. Ce qui est un peu plus fou, c'est la date annoncée cette année. Un nouveau Mario Kart cette année, ça fait quand même parler. Je me retourne vers vous, évidemment, et vous pose la question, est-ce que c'est trop tôt pour un nouveau Mario Kart ou est-ce que c'est la bonne période pour y jouer? Est-ce que vous jouez encore à Mario Kart 8 Deluxe déjà ici, ne serait-ce que très occasionnellement, Lydia? Ouais. Moi, très occasionnellement. Très occasionnellement, ça t'arrive quand même. TPK? Oui, aussi, voilà, du stream, du machin, du bidule. C'est ouf quand même, parce qu'il y a plein de jeux qu'on joue même plus occasionnellement. Même hors stream, oui, juste une petite course comme ça, tu vois, en mode je sais pas quoi jouer, juste une petite course. Ça t'arrive de temps en temps, toi, Nani? Non, en plus je suis tellement nul, ralasse au jeu que laisse tomber, quoi. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, je suis mauvaise perdante, du coup ça me. Non, je m'amuse plus sur Overcooked par exemple. C'est un jeu d'équipe, c'est plus. Ouais. Préfère plus crier sur tes coéquipiers. Ouais, voilà, ça j'adore. Que de pester contre ceux que tu as. C'est le jeu de la frustration, Mario Kart, quoi. Tu tombes sur des gens trop forts. Ça, même entre nuls, t'es là, tu peux briller, puis tu prends une carapace bleue, puis c'est la fin, quoi. C'est résumé de façon un peu... Bon, pour répondre à ta question, est-ce que c'est pas trop tôt? Enfin, surtout. Enfin? Bah oui, enfin. Tu penses que c'est la bonne période? On rappelle que Mario Kart 8 Deluxe bat des records de vente. Je rappelle, encore une fois, que c'est le jeu le plus vendu en Angleterre le mois dernier. Ouais, d'accord. Que c'est encore le jeu, je crois, le plus vendu en France. Ça se bat avec Pokémon ce mois-ci. C'est un des jeux les plus vendus partout dans le monde. Tu l'as dit dans ta voix, tout a été dit dans la news donc reprise par JVcom, mais ce serait le premier Mario Kart exclusif à la Switch, quoi. Ce serait pas un portage ou une ressucée d'un jeu qu'on a déjà vu sur notre plateforme. Là, ce serait le Mario Kart Switch. Donc enfin, pour moi, presque c'est la bonne période. J'en sais rien, j'ai envie de dire, je m'en fous. Pour répondre juste à la question, est-ce que c'est pas trop tôt? Non, pour moi, c'est pas trop tôt qu'il y ait enfin un Mario Kart exclusif à la Switch. Et PK? Bah en fait, je me dis que ça peut être ça va refaire Mario Kart 8 en fait. Ouais. Qu'on va avoir un Mario Kart sur 2 générations de consoles. Let's go là-dessus. Puisque je ne vois pas ce Mario Kart rester sur la Switch. Je pense la Switch 2 ou quoi que soit son nom, tu vois. Le jeu va être obligatoirement porté sur cette console encore. Ça promet. Si ils ont mis autant de temps. C'est parce qu'évidemment ils l'avaient un peu là de l'échec de la Wii U et de Mario Kart 8 à l'époque sur la Wii U. Et 2, ça a l'air d'être un projet relativement ambitieux, puisque c'est quoi? C'est 2014 Mario Kart 8, si je ne dis pas de bêtises. 2014, c'est ça. 2014, on est en 2022, ce qui veut dire 8 années, /9 années si vraiment c'est l'année prochaine. C'est beaucoup pour le long, mine de rien. Donc, c'est trop tôt, trop tard. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est aujourd'hui, il y a des jeux comme ça qui vont traverser plusieurs consoles chez Nintendo. Mario Kart en fait partie. Et puis de toute façon, quand tu vois que c'est 35 millions de ventes, je crois, Mario Kart 8 aujourd'hui. Oui, 5 millions de ventes, c'est ça. Mi bout à bout, c'est la plus grosse vente de la Switch ever, qui n'ait jamais existé. Ça se tape avec Animal Crossing maintenant, très fort. Mais oui, c'est exactement ça, tout à fait. Donc, financièrement, ils s'en cognent. Le projet, ils mettent le temps qu'ils veulent parce que c'est Nintendo et de toute façon, le jeu doit être terminé et goldé et goty dès qu'il sort, on va dire. Et puis, s'il peut traverser 2 générations de consoles pour perpétuer les ventes, on a le modèle parfait.
Mais je vous pose la question, le Mario Kart 8 Deluxe, c'est un jeu tellement grand en termes de contenu et toujours aussi extrêmement populaire. Les bundles avec Mario Kart 8 se vendent comme des petits pains. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'achat d'un nouveau Mario Kart auprès des familles et du grand public qui compose aussi une grande partie de ces 35 millions de ventes? Une Switch 2. Une Switch 2 avec Mario Kart qui... Dans un monde ne serait pas compatible, le 8 ne serait pas compatible avec la Switch 2. Et du coup, enjoy Mario Kart 9. Quoi. Ouais. Il a fait goûter tout le monde maintenant avec tous les packs, les bundles, etc. Tu es sur la dernière année de la Switch là et t'en sors une en fin d'année avec un Zelda plus un Mario Kart et stonks. Ouais, le chat est assez d'accord avec vous. Hein. Sans une nouvelle console, peut-être que ça n'a pas de sens. Je rappelle que la Switch n'a pas vraiment de Mario Kart exclusif. Non. Notez qu'on parle de Mario Kart 10 parce que le 9 serait considéré comme étant Mario Kart Tour. Hein. Oui. J'avais d'ailleurs toujours dit et toujours call. Hein. Le Mario Kart Tour, c'est un vrai Mario Kart, un vrai gros Mario Kart. Quand tu vois tout le contenu qu'il y a dedans, oui. C'est le Mario Kart avec le plus de contenu ever. Hein. Assez prodigieux. Qu'est-ce qui te donnerait envie de racheter un Mario Kart, Lydia? Rien. Rien du tout. Non, mais rien. Enfin, non. Ouais. Oui, à part une nouvelle console, mais j'ai pas forcément envie là d'acheter. Non, franchement, oui, peut-être des nouveaux persos, peut-être. Oui, j'avais bien aimé tous ceux qui étaient dans le manoir hanté là. Mais c'est pas Mario Kart, ça, pardon. Non, c'est Mario. C'est quoi? Comme Mario Party, Mario. Oui, voilà. Ouais. Dans les manoirs, si, c'est ça. Mais sinon, non, je vois pas trop. Non, je sais pas trop. La formule est parfaite, hein. Après, est-ce que, en plus, les Mario Kart, je crois pas qu'il y ait vraiment d'innovation d'un point de vue mécanique à chaque fois qui fait. C'est pour ça qu'il fait vendre le jeu, c'est pas les mécaniques. Tu vois, alors, contrairement à ce que tu penses, c'est tout le contraire, hein, justement, puisque d'un Mario Kart à un autre, chaque mécanique de gameplay est différente. Oui, mais est-ce que ça fait vendre au grand public? Je sais pas. De l'antigravité, ça fait vendre. Ça donne un aspect nouveau à ton jeu. En tout cas, on n'a jamais l'impression de jouer au même Mario Kart. Peut-être que, il y avait l'histoire Mario Kart 7 et Mario Kart 8, on avait un peu l'impression de jouer à un qui était plus rapide que l'autre quelque part. Mais avant, que ce soit sur DS, on avait un gameplay complètement innovant, sur GameCube aussi, sur Super Famicom aussi, sur Nintendo 64. À chaque fois, les gameplays sont très 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 différents d'un Mario Kart à l'autre et force est de constater qu'ils essayent quand même de faire en sorte que les gameplays se reconnaissent d'un Mario Kart à l'autre. D'ailleurs, Mario Kart Tour, un gameplay qui n'a rien à voir avec les autres Mario Kart aussi, hein, puisque de toute façon c'est sur mobile et ça avance tout seul, donc c'est un runner pur et dur. Tu sais qu'il y a une idée, en tout cas une piste de théorie sur pourquoi on n'utiliserait pas le terme Mario Kart 9. Ouais. Parce que le nombre 9 est un nombre qui porte malchance au Japon. Et du coup, on évite d'utiliser ce terme-là. C'est pour ça qu'ils auraient utilisé du coup Mario Kart Tour. L'idée, théorie. Mais le 9, il est évincé de quasiment partout. Il n'y a jamais eu d'iPhone 9, par exemple. L'iPhone 9? Non. Il n'y a pas eu de Windows 9. Il n'y a pas eu de Windows 9. Le 9. Ouais. C'est vrai. C'était Windows 8. Windows 8, Windows 10. Il n'y a pas eu de 9. Le 9, c'est la mort, visiblement. Donc, c'est une conspiration mondiale qui implique le chiffre 9. Oh là là, nous venons de découvrir quelque chose d'incroyable. Et Star Wars 9 est une merde. Voilà. Il y a eu FF9. Il y a eu FF9, c'est vrai. Excellent, j'avoue, excellent. Quel meilleur FF d'ailleurs? Oui, parmi les meilleurs. Mais après, c'est pas grave, ils l'écrivent en chiffres romains. Quand tu l'écris en chiffres romains, ça passe, tu vois. Il n'y a pas le 9 marqué. Tu exorcises. C'est ça, en chiffres romains. Parce que tout ce qui est écrit en latin est exorcisé. C'est exactement. Est-ce qu'il y a eu le S9? Il n'y a peut-être pas eu le Galaxy S9. Je me souviens du... Il y a eu le Galaxy S9, ok, Samsung l'a fait du coup. Galaxy S9. C'est un autre qui avait été retiré parce que il avait explosé là. Enfin, Samsung, le fameux qui explosait. C'est aux aéroports qui. Le Note 8, il me semble. J'ai toujours du mal à dire ce mot. Aéroport. Voilà. Aéroport. Et non pas arrêt au port, hein, donc, qui explosait littéralement. Donc, voilà. Tu peux faire un arrêt au port à l'aéroport. Oui, c'est possible. C'est vrai. Technique. C'était le Galaxy Note 7. J'utilise un cochon qui vole. Ça. Une fois, la ponctuation est très importante dans vos... J'ai trop de mal avec ce mot, c'est terrible. Parmi les autres jeux espérés
leaké par Leaky Pandy, on a un nouveau Gundam, un nouveau Pokken Tournament aussi qui serait exclusif à la Nintendo Switch. Le retour de Clunoa, une licence de jeu de plateforme de chez Konami, et Koei Tecmo reviendrait avec un Ninja Gaiden et un Age of Sigma Warrior. Voilà, du côté de Capcom, une nouvelle licence de FPS notée Necrocalypse qui me semble avait leaké comme nouveau Switch game dans les Capcom Leaks de l'année dernière, serait aussi au programme. Réponse mi-février, et on en parlera bien entendu un peu plus en détail dans les Amibros juste ici, mais on voit à quel point vous êtes chaud patate. Moi, nous, Mario Kart, trop chaud, hein, personnellement, d'autant plus que si je fouille un peu dans les rumeurs de ce nouveau Mario Kart, il semblerait qu'on veuille s'inspirer de Smash Bros, et cela, surtout dans la façon de pouvoir jouer au jeu. Et je pense que ce serait peut-être ça la plus grande évolution du jeu, c'est-à-dire de pouvoir paramétrer ta game de Mario Kart plus convenablement. Dans Smash Bros, tu mets les objets que tu veux, tu joues avec l'handicap que tu veux, tu t'amuses, quoi. C'est le fun à état pur et tu configures tout comme tu veux, un peu comme dans Party Worms. Exactement. Oui, peut-être qu'il y aurait la possibilité de sélectionner ces items, de sélectionner équipe par équipe, voilà. C'est bien ça. Hein. Un peu comme dans Smash. Je pense que s'inspirer de Smash, c'est un party game qui fonctionne aussi super bien et qui peut jouer autrement qu'en party game, marquerait une énorme différence pour la saga Mario Kart et un véritable renouveau. On en revient à ce que disait tout à l'heure, les mécaniques de gameplay qui changent, ça peut aussi t'inciter à foncer sur Mario Kart. Vive les parties game compétitifs. Voilà. Et améliorer le online. Les streamers, qu'est-ce que ce serait bien ça? Et oui. Pouvoir vraiment configurer pour les tournois, les trucs du genre. Ouais. On rappelle que la Switch est ultra limitée d'un point de vue online, puisque je crois qu'elle ne veut pas recevoir plus de 100 mégabits par seconde par le connecteur filaire. Voilà, donc si vous avez une fibre qui va au-dessus, ça sert à rien. Littéralement, la Switch ne capte pas des données aussi rapidement. Donc, faut jouer en filaire, mais même en filaire, vous êtes sur une connexion ADSL+ en vérité sur votre. Plus la perte de paquets qu'il faut prévenir avec le filaire. Exactement. Ne perdez pas votre paquet. Ne perdez pas vos paquets, ou alors signalez-le au contrôleur le plus proche. Je perds très souvent mon paquet. Je perds très souvent ton paquet. Eh bien, écoute, c'est vraiment terrible, hein, mon bon TPK. Ouais, voilà, plus de réponses, je pense, d'ici lundi. On verra dans les Amibros si on en a appris plus. On revient sur la dernière news. Il s'agit des jeux Ubisoft. Bientôt dans le Game Pass, peut-être. Oui. Incroyable mais vrai. Rainbow Six Extraction sera dispo en préchargement dans le Game Pass pour une sortie le 20 janvier prochain. Un des premiers jeux Ubisoft à être disponible sur le Game Pass. Et au CES, les poignées de main entre Ubisoft et Microsoft ont été nombreuses. Vous savez que le Game Pass Ultimate propose déjà un accès aux jeux Electronic Arts. L'accès au catalogue des jeux Ubisoft serait actuellement en cours de discussion. Je me retourne évidemment vers toi, Nanix. Ce sera une grosse annonce que d'avoir, en plus de l'EA Play Plus, l'Ubisoft Plus dans cette offre. Ça sera un gros coup parce que si je dis pas de bêtises, on est un petit peu regardé la news ce matin avant de venir, mais l'EA Play Plus, c'est des jeux EA qui arrivent un petit peu plus tard après 6 mois après leur sortie. Là, sur la plateforme Ubisoft Plus, c'est des jeux qui sortent, ils sont disponibles direct. Tout de suite. Ouais. Ça veut dire que le jeu sort en physique, il sort sur la plateforme Ubisoft Plus, il sortira sur le Game Pass quasiment Day One, ce sera un gros coup. Après, à voir s'il n'y a pas un petit rajout financier dans l'offre du Game Pass. On va discuter évidemment de tout ça. L'avenir du Game Pass TPK, à ton avis, c'est comment on appelle ça, la bookification là, comment on appelle ça quand on rajoute des offres, trucs, la possibilité de faire des bouquets. Comme CanalSat. Offrir des bouquets CanalSat, des bouquets Game Pass, des bouquets jeux vidéo. Ça paraît logique en tout cas, parce que c'est plus ou moins ce que toutes les plateforme de trucs à la demande, je dis trucs avec un grand T, c'est-à-dire les films, les musées, tu payes pour une bibliothèque en plus, tu rajoutes un petit peu. Ça serait plutôt logique, et c'est cool parce que Ubisoft, je pense qu'ils se sont un peu, ils ont encore un peu mal là de Stadia, ils sont encore, ça fait encore mal. Donc là, ils ont besoin de vite se retourner sur une complémentarité d'offres qui ne soit pas interne, c'est-à-dire Microsoft. Stadia n'a pas réussi, donc le Game Pass, lui, qui cartonne tout, c'est peut-être le moment de mettre le paquet.
Sunday, très cliente là-dessus toujours. Tu sais, t'as Game Pass maintenant ou t'as pas Game Pass? Non, j'ai toujours pas le Game Pass. Je fais partie des. On insiste des toujours, on essaye. Quoi? La Toujours poche pas de résistance, tu vois, comme Astérix, moi c'est pareil. Je suis le Astérix du Game Pass. Non, mais c'est juste que j'ai déjà plein de jeux que je veux faire et qui sont principalement sur Switch. Donc, me rajouter un abonnement pour des choses en plus que je vais pas avoir le temps de faire. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est juste cette logique-là, tu vois. Mais sinon, je pense que c'est trop bien et c'est une super bonne nouvelle. Il y a difficilement du négatif à voir dans une offre encore plus complète et qui permet. Ce sera le prix, quoi, le négatif. Enfin, le prix, quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est un choix de payer plus pour avoir plus, tant mieux, tu vois. Comme on Parce que autant l'EA Play Plus, c'est sans surcoût sur le Game Pass, donc Ultimate, cela dit, donc il y a une forme de surcoût avec la version Ultimate. Autant là, Ubisoft, on ne sait pas vraiment à combien est-ce que ça s'ajouterait, sachant que ça coûte combien l'Ubi Plus, là, leur offre d'abonnement. Il y a des gens sur le chat qui savent combien ça coûte. 180 balles à l'année. C'est 15 € par mois de base, l'Ubisoft Plus nous dit Flamareur. 180 à l'année. Ouf, quand même. Ok, pour la version multiplateforme. Donc en fait, c'est plus cher que le Game Pass lui-même. Ouais, c'est ça. Proposant moins de jeux. Après, c'est normal, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, je veux dire, tu parles d'Ubisoft versus Microsoft où on n'est pas du tout sur la même politique de distribution de jeux non plus. Oui, c'est ça. C'est normal que Ubisoft ait ses prix entre guillemets aussi élevés que le Game Pass pour moins. Donc bon. Ça, je peux pas trop les blâmer. Après, c'est vrai que là, pour le coup, cette complémentarité, elle ferait du bien. 1 ou 2 balles là-dessus, là où l'EA Play sur l'Ultimate, il est gratos. Donc, ça voudrait dire que ça serait aussi gratos. J'y crois. Tu y crois à mort. Combien seriez-vous à payer plus pour avoir, je sais pas, Assassin's Creed? Tu es joueuse d'Assassin's Creed? Est-ce qu'il y a des jeux Ubisoft auxquels tu joues, Lydia? Oui, Assassin's Creed, j'ai déjà joué, mais moi je suis un peu comme Sunday. En fait, je vais pas me rajouter un abonnement alors que j'ai déjà des jeux que j'ai pas le temps de finir. Donc, voilà. Au niveau des séries, t'es abonné à plein de trucs ou pas? Genre Netflix, Amazon, tout ça, Disney? Ben, pas tant que ça, non. Surtout Netflix. Disney, je le partage avec quelqu'un. Amazon, j'hésite à l'arrêter. Apple TV, je vais l'arrêter aussi. Enfin, je suis pas trop pour la multiplication des abonnements non plus, quoi. Ouais, je vois, ça seems logique avec quelqu'un qui garde son téléphone propre pour pouvoir le revendre. Exactement. La logique est complètement bonne. Tout différent de Genius, évidemment, qui multiplie les offres et les paie plus cher que ce qu'elles ne valent. C'est le Yankee. Histoire de perdre le maximum d'argent. Tu veux parler d'un forfait de quelqu'un présent ici ou... Non, je n'oserais pas. Je n'oserais pas. J'ai déjà un peu trop chargé la mule en début d'émission. Un forfait PSG, je sais plus. Un forfait PSG, il y a ça? Quoi? Pour aller au stade. En vrai, il y a un forfait. C'est un abonnement. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement. Tu t'abonnes. J'en ai aucune idée. En euros, je sais pas, 400, dans les 400, 500 euros, j'en sais rien. Par an? Oui, par an. Pour voir Après, tu as différents packs. C'est-à-dire que tu as le pack juste pour le championnat, pack pour le championnat Ligue des Champions, etc. Tu as des abonnements. Très bien. Parce que tu as des abonnés au stade. Donc, voilà. En tout cas, le chat n'est pas prêt à payer. Les matchs de foot, c'est un meet-up géant, en fait. C'est un quoi, c'est un meet-up. Ah, oui. Une grande rencontre, quoi. C'est la J'avais compris la deuxième fois. Pardon. Il est blasé, Nani. Il en peut plus. Il en peut plus, il faut l'achever. Quoi qu'il arrive, 80% du chat n'est absolument pas prêt à payer plus pour avoir les jeux Ubisoft ou l'abonnement Ubi+. C'est dire à quel point, si tu veux t'imposer aussi sur une offre sur le Game Pass, il y a un raisonnement qui se tient, qui dit que Sunday c'est écoutez, Game Pass offre déjà tellement de jeux. Ça va, super. Voilà. Et du coup, la poignée de main est intéressante pour le rajout du contenu, mais s'il n'y a pas de hausse de prix significative, c'est Ubisoft qui perd en histoire. Donc, c'est vrai, c'est complètement vrai. Ça dépend, t'en sais rien. Si tu perds, ils ont leur propre offre d'abonnement, ils vont se coupler avec le Game Pass, et derrière, ils vont... C'est pas gratuit. Tout ça n'est pas gratuit. Oui. Ça va pas juste donner ces jeux à base de il faut nos jeux. Tu vois, il y a forcément. D'accord. Oui, il y a des. Je l'entends. Mais c'est sur l'offre de l'abonnement, ils prennent rien. Ils vont. Voilà. Et s'il faut, ils récupèrent ailleurs. C'est ça que je veux te dire. C'est que, bon. Voilà la taille du chèque, quoi.
toute façon, leurs jeux, au bout de 6 mois, ils les vendent tous 20 € dans tous les bacs à game. Donc, ce mépris-là dans ce jeu. Non, mais c'est vrai, la dévaluation des jeux, j'en parle beaucoup. Ubisoft, ça se dévalue très vite. Electronic Arts comme Ubisoft, c'est des jeux qui se dévaluent très vite, vendus vraiment très cher le jour de la sortie, voire même avec des offres qui permettent de jouer une semaine à l'avance, tu vois. Et après le jour de la sortie, passé 6 mois, les jeux de la plupart, les jeux EA, ils sont dans le Game Pass au bout de 6 mois. Alors que tu avais des jeux à 70-80 € parfois. Donc, tu vois, je fais le petit truc comme ça. Mais c'est vrai, si 6 mois plus tard, c'est plus du jeu, plus personne n'en a rien à faire. C'est aussi le cas. Voilà, en tout cas, pour Ubi, une année 2022 qui sera probablement une grosse année Game Pass, puisque Microsoft, on va parler, le service cartonne de plus en plus. Et du coup, évidemment, ça intéresse énormément d'autres éditeurs. Le partenariat avec EA est un succès vraiment total. C'est tellement un succès que ça me permet à EA de prévoir des suites d'autres jeux. Dead Space. On parle de Fallen Order aussi, Star Wars. Fallen Order 2 qui devrait être annoncé au mois de mai. Prime Gaming. Donc, exactement. Donc c'est quand même, on va dire, du tout bénef. Notre invité de la semaine n'est autre que Lydia. Elle est avec nous ici depuis 1h20. Plaisir de t'accueillir sur le plateau ici. Styliste, dessinatrice et joueuse évidemment de jeux de rôle. Tu participes notamment au jeu Game of Thrones et tu vas prêter ta voix notamment à un des personnages des mondes d'Aria, le jeu vidéo adapté, alors de Game of Thrones, en tout cas adapté du monde dans lequel Game of Thrones se passe. Tu peux nous en parler un tout petit peu de ce projet-là? Non? Alors, je sais pas si tu as le droit de dire, d'accord. En tout cas, c'est officiel, tu vas doubler la guerrière. Oui, voilà, exactement. En tout cas, je vais doubler ce personnage, du coup, qui est la guerrière. Et voilà, ça va être chouette. C'est la première fois que je vais faire du doublage, donc j'ai hâte. Ça va être cool. Ah, t'as jamais fait? Non. Ah, c'est trop incroyable. Mais ouais, je suis très contente. C'est trop. C'est quelque chose que tu avais envie de faire. Et en vrai, c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Donc, je suis très contente de le faire sur ce jeu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça va être chouette. Bien. Il y a Alba aussi qui a été annoncée sur le jeu. Ouais. Ton perso. Non, Alba qui fait la barde dans notre émission de Game of Thrones. Ouais. Elle va aussi participer Elle va composer quelques morceaux pour le jeu. Et son perso, en fait, est dans le jeu. Donc, trop cool. Ouais. C'est chouette. Ça déchire. Il y aura d'autres annonces qui vont arriver au fur et à mesure. Tu peux rien nous dire, c'est ça? C'est pour ça que je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. Il y a 2 semaines où j'ai essayé de tirer les verres du nez à Fibre Tigre avant les vacances. Il n'a rien voulu me dire, lui non plus. C'est absolument terrible. Pour commencer, je pourrais te présenter et nous parler de ce que tu fais dans la vie, Lydia. Dis-nous. Ben oui, tout à fait. J'ai plusieurs activités. J'arrive pas toujours à faire le lien entre chaque, mais c'est ça qui me plaît aussi. J'aime bien avoir plein de choses différentes à faire. Du coup, je suis designer styliste. Je fais du consulting aussi de tendance de mode pour des marques. Parfois, je fais du storyboarding et de l'illustration. Et je suis aussi joueuse dans des émissions de jeux de rôle, évidemment Game of Thrones, et quelques autres, parfois avec Fibre Tigre. Voilà. Finalement, c'est des passions qui ont débouché vers des métiers. Tu as fait des études de stylisme, tu as fait une école de stylisme? Ben ouais, c'est ça. Enfin, pas tout à fait. En fait, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait une année d'histoire de l'art et d'archéologie. Ok. Parce que ça m'intéresse beaucoup, l'histoire de l'art, l'histoire du costume. C'est déjà un truc qui me passionnait. Ensuite, j'ai fait une école d'art appliqué. Et là, en fait, je me suis spécialisée dans le stylisme. Ok. Et donc, du design de mode, en gros. Et après, comme je ne pouvais pas non plus allonger les études pendant très longtemps, parce que j'étais une étudiante boursière et il fallait que je trouve du travail. Je connais, voilà, force évidemment donc, aux boursiers. Au bout de 5 ans d'études, du coup, j'ai une amie en fait, qui m'a proposé un stage dans un bureau de tendance. Et donc, c'est là que j'ai découvert la tendance, le stylisme de tendance, en fait. Ça consiste en quoi, justement Parce que tu nous avais dit qu'il y a du stylisme, il y a plein de différents types en fait, de stylisme. Ouais. En quoi ça consiste, toi, exactement en gros, moi, j'ai commencé, par exemple, à faire beaucoup d'iconographie. Donc, j'étais plus iconographe au début. C'est-à-dire l'iconographie en gros, je cherchais en fait, des inspirations pour faire des concepts de vêtements. Des moodboards, etc. Ok. Exactement. Ouais, donc, c'est beaucoup de moodboards, c'est des recherches de plein de choses. En fait, il faut être curieux de tout. Il faut essayer de mettre en relation
tout en même temps. Enfin, ça peut être par exemple une chaise avec un vêtement historique, avec un bijou. Et en fait, tout ça fait que ça crée une inspiration pour faire un design de vêtements. Donc voilà, c'est plus... moi, je ne suis pas styliste, par exemple, photo. Il y a des stylistes qui font... qui vont dans les bureaux de presse pour avoir des prêts de vêtements, pour faire ensuite habiller des mannequins, ou alors habiller des séries, des personnages de films et tout. Moi, c'est plus du concept de vêtements et du concept d'univers. Ok. Et avec quel type de marque est-ce que tu travailles généralement ? Des marques surtout de mode femme. Ok, c'est de la mode femme. Ok, c'est la mode femme. Il n'y a pas de, je sais pas, de marque d'automobile qui cherche à... Si, il y a ça aussi. Parfois, ça peut arriver. Ouais, il y a ça. Il peut y avoir aussi des uniformes. Voilà, ça peut D'accord. Ça peut m'arriver de faire ça aussi. Okay. Du coup, les inspirations sont pas du tout les mêmes, mais c'est super intéressant aussi, quoi. Ah mais j'avoue. Donc tu fais ça depuis combien de temps, tu m'as dit là ? Et bah du coup, je fais ça depuis 11 ans maintenant. Ok. Ah ouais. 11 ans. 11 ans. Ouais. Elle ne fait pas. Et j'ai passé, je fais pas mon âge, c'est vrai. J'ai passé 9 ans du coup dans bureau de tendance à conseiller des marques et tout, et là ça fait 2 ans que du coup je travaille à mon compte. C'est à ton compte. Ouais. Et au final, des deux, lequel tu préfères ? C'est assez différent. J'ai adoré le moment où j'étais dans un bureau parce qu'en fait, c'est jamais la même chose. En fait, les jours se ressemblent pas. Il y a une effervescence. Oui, on travaille vraiment sur plein de choses différentes. Moi, par exemple, je m'occupais beaucoup de cahiers de tendance, donc j'étais directrice de cahier. Et à côté aussi, il y a du conseil pour les marques qui viennent directement nous voir. Enfin, en fait, tout est assez différent et c'est pour ça que je me suis pas ennuyée une seconde en 9 ans, donc c'était chouette. Et là, du coup, ça fait 2 ans que je travaille à mon compte. Et pareil, je fais encore plein d'autres trucs différents. Et je dirais c'est encore plus... moi qui adore faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités différentes, c'est encore plus ouvert maintenant. Qu'est-ce qui est tendance actuellement ? Alors ça, c'est la question à chaque fois que tout le monde me pose quand je dis que je travaille dans la tendance. Je revois, moi qui suis porteur de béret, je revois le fameux béret rond avec le béret français. De plus en plus porté là en ce moment. Alors l'année dernière, je ne le voyais pas du tout. Je t'avoue que ça vient surtout de Emily in Paris. Ah ouais. C'est les séries et les... Sérieux ? Les séries, les films, ça influence beaucoup la mode en général. Mais oui, là c'est beaucoup ça, c'est sûr. Emily in Paris, je ne comprends pas comment elle peut avoir une garde-robe aussi développée dans sa garçonnière. Il y a des robes qui ne se plient pas. On est bien d'accord. C'est impossible, ça ne se transporte pas. Tous les jours, elle a un nouvel vêtement. Non, je ne suis pas du tout fan du stylisme de la série. Ah ouais ? Du tout. Ouais. C'est complètement improbable, quoi. C'est à la limite Jojo-esque, tu vois. Ouais, complètement. On est à la Star Platinum dans le 8e. C'est vrai que Jojo, c'est quelque chose. Hein. Ah, Jojo. J'ai découvert Jojo pendant les vacances. Jojo, c'est incroyable. Ça se porte pas dans la vie de tous les jours, généralement. C'est stylé, mais... Ah oui, c'est stylé, oui. Faut pas mettre ça, non, c'est un peu... À chaque scène, je me dis, mais qui s'habille comme ça ? Qui Personne. Mais j'ai la même réflexion devant mon écran. Terminé la série hier. J'imagine qu'ils cherchent pas non plus le réalisme au quotidien, quoi. Donc, après, oui. Il y a du merch à faire, quoi. Ils subliment l'idée qu'on se fait de Paris. C'est pour les Américains. Oui. Mais bon, c'est complètement improbable, c'est complètement décalé. Même les persos français sont à la limite du... Tu dois aller chez Darty récupérer ton OLED. Bonjour monsieur, je viens récupérer l'OLED. Bon courage. Quand elle va fermer la porte du Kangoo, je vais te dire que t'as mais c'est beaucoup moqué dans la série, du coup, puisque des fois, elle doit récupérer des trucs ultra lourds, machin, et pas du tout saper pour. C'est d'un ridicule absolument terrible. Mais ça nous dit pas ce qui est tendance en ce moment. Non, mais alors, pour revenir à ta question, donc on me pose toujours cette question à chaque fois que je parle de tendance. Mais en fait, il faut savoir aussi que la tendance, c'est pas non plus des prédictions, c'est pas ça va absolument marcher. En fait, nous, ce qu'on faisait, c'était plus conseiller les marques. Donc, on leur dit, ça, on pense que ça peut marcher, mais ça veut pas dire non plus que c'est définitif et c'est plus du conseil, quoi. Ça va être me demander c'est quoi la tendance en ce moment, c'est un peu tout, c'est hyper général, c'est complètement, je peux pas répondre. Un truc que tu as conseillé, ça a été vraiment un bon pif, ça a bien marché, c'est parti, tout le monde portait ça. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les grosses baskets, par exemple, les chunky baskets. Voilà. On s'en souvient de ça. Les mocassins, pareil, avec des grosses semelles. Ouais, il
Il y a des choses comme ça qu'on arrive un peu à sentir, quoi. C'est uniquement des pièces, ça va être peut-être plus des couleurs aussi, Oui, ça peut être des couleurs. Ça peut être un peu de tout, ça peut être aussi des couleurs. Alors après, moi, j'étais pas spécialement spécialisée en accessoires, par exemple, j'étais plus en mode général, quoi. Donc, ça peut être un peu de tout, quoi. Okay. Ça peut être un style de... Je sais pas, par exemple, le retour un peu des vêtements un peu historiques, voilà, comme ce que je suis en train de porter là. Ça, c'est historique, ça. C'est inspiration un peu historique. Ah oui, ça, là. Le côté manche un peu gigot, comme ça. Ah, ouais. Un peu... C'est incroyable. Ça peut être manche gigot, tout à fait. C'est ça. On va le perdre. Manche gigot, avec le côté bouffant ici. Et là, c'est plus serré, voilà. Tu as toujours eu beaucoup de style, de toute façon, depuis que je te connais, donc ça. Merci. Justement, question un peu piège. Qui a le plus de style là autour de cette tablée Qui est le mieux sapé? Je peux pas répondre à ça. Tu peux répondre à ça. Vraiment, tu peux répondre à ça. On te fait un défilé, Lydia? Parce que là, bon... Yann, on se fait un défilé à deux? Ouais, je dois bien avouer, entre le polo Xbox, le t-shirt Naruto, ça je pense que... Il y en a pas. Lui, il a un sweat Carhartt. Non, mais voilà, je dirais qu'effectivement, TPK avec son sweat ça, le sweat capuche. Voilà, exactement, le sweat un peu monochrome comme ça, dans une couleur... c'est le seul jour de la semaine, je ne l'ai pas mis, quoi, donc je suis un peu dégoûté. Ouais, non, mais... Voilà. C'est ton défilé. Le mec refait un autre cravate qu'il n'a pas. Le défilé le plus nul que j'ai jamais vu. Il est oversize, ça passe? Oversize? Oui, oversize, c'est bien. C'est pas trop... C'était les années 90, l'oversize. Non, mais ça revient. Ça revient. Mais les années 90, la mode était un cycle éternel de la vie. C'était pas le pire de la mode qu'on a vécu les années 90 Ah non, pas du tout. Ah ouais? Non, c'est super les années 90. Putain, mais non. Moi, j'ai vécu l'enfer. Les années 2000. Trucs à message. Les années 2000, c'est un peu plus compliqué avec les pantalons taille basse. Mais là, ça revient. Et le leggings. Ouais. Ça revient, les pantalons taille basse. Quand tu portais des chemises dans les années 90, t'étais quand même très malheureux, je trouve. Je trouve que les chemises dans les années 90, c'était dégueulasse. Ça bavait. Trop large. Trop large. Des chemises en velours vendues chez Gilles, chez Jules. Tu en vois là, des chemisettes. Le retour du pantalon PDF et des bootcuts aussi, non? Ouais, un peu, c'est vrai. Pas de dev de retour aussi. Les pantalons bootcuts un peu comme ça, là, ça revient, là. Les années 70, tout revient de toute façon. Bah oui. Rassure-moi, là. Tu sais, la Stan Smith, au bout d'un moment, elle part, elle revient, toujours. Stan Smith, elle a jamais disparu de l'histoire de l'univers. Oh, si. Stan Smith? Bah, il y a eu un moment, elle est revenue, bien sûr. Bien sûr, il y a des périodes où elle disparaît. Quand ils l'ont réédité. Ah bah, tu la voyais moins, oui. C'était moins tendance, puis ça revient. Rassure-moi, la chemise dragon, bleu ou rouge, ça ne sera plus jamais tendance. Bah après, ça dépend comment tu le portes, tu vois, c'est toujours pareil. Et qui le porte? Voilà. Il suffit qu'une mannequin ou une influenceuse, tu vois, le porte bien assemblé avec les bons volumes et c'est parti, quoi. C'est reparti. C'est vrai que sa corps porte des crocs et rend ça instantanément stylé. D'accord que le kimono ou le yukata ne sera jamais très tendance en France, non? Ça l'a été. Est-ce que je me fais jeter des cailloux dans la rue si je sors en kimono? Ouais, je trouve que, en plus pour aujourd'hui, les questions un peu de faire gaffe à ce que tu portes pour tout ce qui est aussi appropriation culturelle, etc. Du coup, c'est un peu difficile de porter ça. Moi, j'en ai acheté en plus quand j'étais au Japon. J'étais très contente d'en avoir trouvé, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais un peu plus de mal à les porter. C'est ça, j'en porte que chez moi. Voilà, il faut les garder à la maison. Ouais. Par contre, je continue de porter des djembés et de sortir avec. Ça fait très pyjama, donc c'est pas très grave. Des quoi? Des djembés. Hein? Des djembés. C'est un pyjama avec un short court, tissu très fin et un haut croisé. Je le croise un peu comme une robe de chambre, mais c'est juste... ça n'est pas aussi long qu'une robe de chambre, tu vois. Je croyais que c'était un style de pantalon, de jean, tu vois. Non, c'est vrai. C'est littéralement le pyjama japonais, mais c'est souvent avec ça que les artisans travaillent, parce que c'est confortable. Et puis, d'accord, ok. Moi, le pyjama, c'est le survêt et le t-shirt de conférence. De convention, pardon. Voilà, c'est ça, Jimmy. On parlait d'appropriation culturelle. Ouais. Il y a du style. Je me revois évidemment. Moi-même, mon Dieu, quel enfer. Quel enfer. Question, d'où te vient ta passion pour les univers de fantasy quand même? Game of Thrones, on est en plein dedans. Ces univers fantaisistes ici, c'est une passion que tu as de longue date. Tu me parlais un peu de tes études d'histoire. C'est quelque chose que tu as toujours gardé comme ça? Ouais, je pense, aussi loin que je m'en rappelle,
Quand j'étais enfant, j'avais vraiment envie de m'évader dans des univers. Je pense que j'ai commencé par les contes, ensuite tout ce qui est roman de fantasy. Je crois que j'avais une amie en fait qui m'avait recommandé de lire Harry Potter avant que ce soit ultra connu. Et c'était vraiment le début d'Harry Potter en France et c'était à peine sorti et il n'y avait qu'un tome qui était sorti. J'avais commencé à lire ça et puis là c'était la folie, quoi, la révélation. Et après, j'ai lu tellement de livres de fantasy, de SF. J'étais vraiment. Ça commence de Harry Potter, du coup. Je crois que c'était un peu ça le début. Après, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, hein, mais. Du coup, grosse fan d'Harry Potter. Ouais, grosse fan. Je n'irai pas non plus jusque-là, mais on se comprend. Ouais, j'aime beaucoup. Je connais bien l'univers et tout. Ouais. Et après, oui, tous les contes, tous les mythes autour des chevaliers de la table ronde. Enfin, j'aime beaucoup aussi les trucs un peu historiques. De Cap et médiévaux, ouais, Cap et d'épée. Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Oui, Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment des personnes stylées dans le Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression qu'ils sont tous fringués en guenilles. Les elfes, ils ont quand même des beaux Golas, des beaux vêtements. Tu trouves? Comment il s'appelle le roi? Alors, c'est dans le Hobbit. Comment il s'appelle le roi? Les armures. Les armures sont superbes, non? Tranduil. Il a le flot le plus intersidéral qui soit. Ah ouais. Exceptionnel. Sur sa chèvre. Élan, Rennes. Gandalf, il est pas mal. C'est quoi ton métier déjà? Gandalf, je ne sais pas quel est son destin, mais en tout cas, son flot, lui, est réel. Hein. Il est incroyable. Punk à chien de Brest, Gandalf. Ouais. Évidemment, il a la lumière en plein visage. Donc, non, mais il a une robe. Plus que les tenues, c'est le charisme des personnages dedans qui fait la diff. Mais sublimé par les tenues. C'est pas faux. Moi, je qu'on soit endormi pendant les films. Quoi? Tu es mauvaise langue. Le Hobbit ou Seigneur des Anneaux? Non, le Hobbit, frère. Ah oui, le Hobbit, c'est pas ouf. Ah oui. Le Hobbit, ça rend pas ouf. Là, tu dors devant le SDA, je te réveille à une claque, mais vraiment. Réveille-toi, tu es devant l'histoire. tu es devant quelque chose d'historique, réveille-toi. Le Hobbit, ton dodo, mais le reste, non. Le Hobbit, ça rend pas fou. Désolé. Non, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ah ouais? Ouais. C'est un bon divertissement. Ouais. Non, c'est bien, le Hobbit. C'est un bon divertissement. En tout cas, oui, les costumes, c'est passionnant à regarder, quoi. T'as designé un peu des costumes pour certains événements, non? Jamais? Non, c'est quelque chose que t'aimerais bien faire. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire, pour de vrai. Ouais. Mais après, moi, je suis pas dans la réalisation manuelle, quoi. C'est ça. C'est plus dans le concept et le dessin. Et, T'as déjà essayé d'ailleurs de faire peut-être des concept art, des choses comme ça, de personnages de fiction? Parce que tu fais de l'illustration, donc... Ouais, complètement. Et en fait, je l'ai fait parfois dans les quais de tendance. Je dessinais un peu des silhouettes qui étaient très inspirées de persos de pop culture. Et là, j'avoue que c'est un truc que j'aimerais bien faire de plus en plus. Donc, on va voir. Mais j'aimerais bien. Sache qu'il y a une foule de cosplayers qui sont très fans de justement refaire du travail d'illustrateur. Il y a beaucoup de travaux qui se font en collab illustrateurs-cosplayers avec les illustrateurs qui reprennent des personnages de fantasy, peu importe lesquels ils soient. Ils adaptent les tenues, ils font des tenues selon leur style. Et tu as plein de cosplayers qui sont très friands de ça, qui recréent après les tenues. Donc, bon à savoir. Si tu n'aimes pas réaliser, mais tu aimes designer et que tu aimes le fantasy, voilà, il y a peut-être. Trop bien. Il y a peut-être un monde. Il y a l'imaginaire, il y a le crafting ici. Il y a moyen de fusion et voilà, et d'obtenir quelque chose d'exceptionnel. On va parler un tout petit peu jeux vidéo. Quelle était ta première approche avec le jeu vidéo, toi, Lydia? Et du coup, moi, c'était avec, je pense, la première Game Boy. C'était la Game Boy noir et blanc, quoi. Enfin, je sais pas comment, la Game Boy classique. Donc une console portable. Ouais, c'est ça. Et avec des jeux alors très variés, parce que j'étais un peu jeune quand même. Du coup, j'avais à la fois la petite sirène, tout comme des trucs comme R-Type ou tu vois les trucs. Tout ce qui tombait par là. Ouais. Le truc dans l'espace là avec les vaisseaux. Ouais, c'était le catalogue de base de la Game Boy. Voilà, c'est ça. R-Type, Tetris. Et voilà, exactement, Tetris. Et après, Game Boy Color. Et puis après, surtout très PlayStation. Après, j'ai eu toutes les PlayStation qui sont sorties, quoi. Ouf, Game Boy, merci. Tu vois, là, les bruitages. Ça me rappelle des souvenirs. Le son est d'origine. Le son est incroyable. C'est exactement ça. Je le vois tellement, ça, c'est vraiment l'époque. Alors, c'est un excellent jeu, mais la version Game Boy, c'est vraiment, tu sais, il faut que tu joues à un jeu vidéo, t'as que ça, c'est terrible. Hein. C'est vraiment ça. C'est la déchéance.
Mais dans les jeux de base, au début, t'avais Batman aussi. Ouais, Batman, les Tortues Ninja. Moi, j'avais les Tortues Ninja sur Game. Ouais, et puis t'avais des trucs, genre t'avais les Disney qui sortaient dessus, c'était tout pourri, mais c'était pour moi, c'était waouh, c'était fou de voir la variation ludique d'un truc que tu vois en film, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quoi Et après, après, du coup, j'ai un ami en fait qui m'avait montré Final Fantasy VIII. Et alors là, je suis rentrée chez moi. Une nouvelle dimension, c'est ouvert à toi. Non, mais là, je suis rentrée chez moi, j'en ai rêvé mais toute la nuit. Et après, le lendemain, j'avais acheté le truc et je le ponçais. Et après, j'ai acheté tous les autres Final Fantasy après celui-là, quoi. Ta licence préférée, du coup, Final Fantasy? C'est celle où j'ai passé le plus de temps, je pense. C'est sûr. Mais après, il y en a eu plein d'autres aussi. Mais le 10, je pense que j'ai passé 300 heures sur le 10. C'est le 7 de Zell, bien entendu. Regardez Renzo Coupe. Incroyable. Le 8, incroyable. C'est le 8, le 8, trop bien. Oui, puis après, du coup, j'ai fait le 7 et après le 9. Cette musique. Le 10, c'était avec Yuna. Un peu l'OVNI. Mais trop bien. Mais il était super. Trop bien. En plus, avec les graphismes de la nouvelle PlayStation, c'était fou, quoi. Complètement. Ouais. Final Fantasy, ça a marqué énormément de joueurs, évidemment. C'est vrai. Il y a un peu un avant, un après pour nous autres trentenaires, qui jouent à des jeux un peu Game Boy, Super Nintendo, tout ça. Puis d'un coup, on te propose un jeu, il y a des cinématiques dedans, il y a des plans de caméra, c'est mis en scène, il y a une histoire complexe qui se développe au fur et à mesure du temps, des personnages plus ou moins charismatiques au milieu de tout ça, et pas forcément que des demoiselles en détresse à secourir. Donc c'est une prise de conscience. Bien entendu, les barbus PC diront qu'ils jouaient à Baldur's Gate et que c'était bien plus stylé que ça, mais bon. C'est-à-dire que nous, quand vous avez compris qu'on pouvait mettre des cinématiques, on était déjà à la 6e extension, quoi. Ouais. C'est pas grave, hein. Vous nous êtes supérieurs de toute façon. Pas du tout, mon premier jeu c'était Doom, alors je vais te dire, niveau cinématique, moyen. Tu crées ton propre cinéma dans Doom. Du coup, c'est quoi tes genres de jeux préférés? Maintenant, avant c'était beaucoup de RPG. Maintenant, c'est plus, j'ai plus autant de temps, donc c'est plus tout ce qui est jeux d'aventure. J'aime beaucoup les Tomb Raider, Uncharted, Assassin's Creed. God of War et tout. Des jeux très cinématographiques. Ouais, j'adore les jeux très cinématographiques. je suis casu aussi, mais. Il n'y a pas de problème. J'adore Uncharted aussi. C'est une de mes séries c'est préférées. génial. Franchement, c'est un truc interactif, quoi. C'est un film interactif. Complètement. Et aussi les jeux aussi plus contemplatifs, quoi. Ça, j'aime beaucoup quand il y a vraiment un parti pris dans un jeu visuel. C'est top, genre. Journey, Gris. Gris, ouais. Oui, Gris. Monument de Valley aussi sur mobile. Ouais. Ça, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup, quoi. Je comprends totalement. Ça t'est arrivé de puiser un peu ton inspiration dans les jeux vidéo auxquels tu joues? C'est vrai que les personnages de jeux vidéo sont toujours parfois habillés de façon étrange pour certains, surtout ceux venant de l'univers de la fantasy. Est-ce que ça s'est déjà ressenti dans tes créations, l'inspiration des jeux que tu aimais bien? Ouais, bien sûr. Déjà, moi, je n'ai jamais fait de hiérarchie en fait, entre les sources d'inspiration. J'ai toujours mis un peu au même niveau, dans mon métier en tout cas, tout ce qui pouvait être archives vraiment historiques, qui sert vraiment à dessiner des vêtements, films, tout ce qui est pop culture et bien sûr jeux vidéo. Donc ça a toujours été au même niveau tout ça. Et oui, bien sûr, je me suis vachement inspirée de ce que je jouais, quoi. Tu as des exemples comme ça un peu concrets de jeux qui t'ont vraiment pas mal inspiré d'un point de vue design pur et tendance? Par exemple, les jeux comme Monument de Valley, tu vois, qui ont une gamme de couleurs, par exemple, très marquée. Ça, c'est un truc qui m'a servi, tu vois, dont j'ai mis en relation, bien sûr, toujours avec d'autres choses, mais qui m'ont servi à faire des designs, quoi. C'est fréquent actuellement dans le stylisme de s'inspirer un peu du jeu vidéo, en tout cas de ce pan culturel-là, dans le métier et dans ses sources d'inspiration, ou c'est toi tu le fais parce que tu as un background jeu vidéo quand même qui est présent et ça se fait pas trop ailleurs dans le métier? Ouais, en fait, moi en tout cas dans mon domaine, ça se faisait pas trop. J'avoue que j'étais
un peu seul peut-être avec une autre personne à faire un peu ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Hein. De plus en plus, il y a des liens même qui se font entre les jeux vidéo et la mode. Il y a énormément de liens. Il y a des égéries de marques qui sont des personnages de jeux vidéo. Il y a des égéries qui sont des personnages de jeux vidéo. Il y a des présentations de collections qui se font dans des jeux vidéo. Ah ouais? Ouais. Par exemple, dans Animal Crossing, il y a eu des défilés, par exemple, de marques dans Animal Crossing. Il y a eu des marques comme... il y a eu des collabs, par exemple, avec League of Legends et Vuitton. Ouais. Tu vois, Bershka, il y a eu plein d'autres collabs. Il y a eu Mosquito avec les Sims. Ouais, Bershka. Et il y a aussi des présentations de collections. Par exemple, Balenciaga qui avait fait sa présentation sous forme de jeu vidéo. Après, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plus une expérience interactive. Ouais, voilà, c'est plus une exploration dans un univers où il y a un genre de petit gameplay où tu avances et où tu vois plusieurs mannequins. D'accord. Mais il y a eu d'autres marques aussi qui ont fait ça. Enfin, de plus en plus, en tout cas, c'est des sources d'inspiration. Il y a des liens entre les deux qui se font très souvent là maintenant. Ça n'était pas du tout le cas avant. Ça cite pas mal d'exemples ici, justement. Ouais, c'est vrai que Vuitton revient pas mal. Ouais, c'est ça. Lightning, FF13, Vuitton, Louis Vuitton dans League of Legends aujourd'hui. Mais c'est assez nombreux. On voit beaucoup Fortnite aujourd'hui. Il me semble qu'il y a une marque là, de doudoune ultra chéros qui est arrivée, il me semble, dans Fortnite. Moncler, peut-être ? Ouais, je crois que c'est ça. Peut-être. Ouais. Français, non, je crois, non. Ok, non, je sais pas. Et tu vois, tu peux acheter tes doudounes dans Fortnite comme ça. Les joueurs qui jouent souvent à Fortnite, étant relativement jeunes, je schématise, c'est pas eux qui vont aller acheter, tu vois, un gros North Face ou un gros je sais pas quoi, une grosse doudoune à 500 balles. Mais bon, ça... La marque se place là et peut-être qu'à l'avenir, se disent c'est ça que je voudrais quand je serai plus grand. Oui, c'est ça. C'est depuis... Moncler, c'est ça. Voilà, c'est Moncler, ouais. Depuis les 2 dernières années, c'est sûr qu'en plus, tous les confinements qu'il y a eu, le fait que les gens ne puissent plus aller dans les boutiques, c'est sûr que les marques, elles ont essayé aussi de chercher d'autres manières de toucher des clients qu'elles n'ont pas, quoi. Et le jeu vidéo, c'est sûr que c'est un moyen aussi de toucher des gens qu'elles ne peuvent pas avoir autrement. Mais après, c'est aussi une manière d'explorer un média qui a aussi autant sa place maintenant que le reste, quoi. Ils ont bien compris aussi qu'il y a un vrai enjeu dedans, quoi. Ouais. Complètement. Il y a des choses que t'ont appris les jeux vidéo qui te servent, que ce soit dans ton métier, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as l'impression qu'avoir joué aux jeux vidéo, ça t'a permis d'être meilleur dans certains domaines du métier que tu fais ? Je pense que la chose principale, c'est surtout que les possibilités de création, elles sont infinies, quoi. C'est surtout ça, c'est le fait de mélanger en fait des univers a priori qui peut-être se mélangeraient pas du tout. Je sais pas, par exemple de la SF avec quelque chose de plus primitif, par exemple de peuple primitif. C'est le fait de prendre des inspirations de partout et de mélanger ça et que ça fasse quand même un univers cohérent et joli, quoi, à regarder. Et aussi tout ce côté création d'univers, quoi. Ouais. Quand tu vas dans un jeu, quand tu entres et que tu joues dans un jeu vidéo, c'est vraiment découvrir un univers qui a ses codes, qui a ses visuels, qui a les costumes, qui a sa mode, c'est vrai qu'il y a sa mode aussi. Ouais, complètement. C'est difficile de sortir habillé en Tidus de Final Fantasy X d'or, je dois bien t'avouer. Ouais. Mais on se demandait si c'était pas difficile aussi dans le jeu, en vrai. Non, parce qu'il y en a plein qui sont... Sauf à la Japan Expo. Sauf à la Japan Expo. Oui, voilà. À Japan Expo. Non, mais c'est passionnant, en tout cas, de voir toutes leurs sources d'inspiration pour faire du design de personnages ou de costumes. Et ouais, ça apprend vachement sur le fait qu'en fait, on peut tout mixer et c'est trop bien, quoi. J'avoue, c'est top. Tu te vois bien en Tidus, toi Moi, je te vois bien, je te ressaper. Ce sera Typhus, surtout. Avec le short. Ah oui, son rire. Moi, il faudrait que je parvienne à réussir le... Moi, je le vois plus en jasquier comme ça. Oui, j'avoue. Ça, c'est du perso. Mais on est d'accord que, moi, il y a un truc, quand même, dans la SAP qui est très important, c'est qu'il faut que c'est un aspect pratique. Si c'est inconfortable de se déplacer avec tes habits, je trouve que...
la SAP n'a aucune utilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est une question de Bah, taille, ça après. dépend, ça dépend ce que tu vises. Avec ce genre de culotte-là qui frotte juste ici, on est dans l'inconfort permanent, tu vois, là. T'as déjà porté ça? C'est pas possible. Je ne te raconterai pas ma vie, mais, parfois on fait des expériences, on regrette. T'es confort. On regrette. Non. Mais c'est pour ça que tous les super-héros ont des costumes ultra stretch, tu vois, ils sont habillés tous en cycliste/plongeur. Il faut être libre de ses mouvements un peu dans la vie. Pour avoir refait des tenues de jeu dans la vraie vie, il y a tellement d'aspects qui sont irréalistes. Les pires étant d'expériences de Skyrim. Parce que Skyrim, ça se passe quand même dans un environnement très froid. Donc on peut se déplacer avec facilement. Mais le froid, les gars, quand on porte une petite robe en cuir et qu'on a les cuisses à l'air, t'es en mode, en fait, je meurs quoi actuellement. Donc il y a plein de considérations, tu vois, quand tu les vois dans le jeu, tu te dis c'est stylé, quand tu la refais en vrai, tu te dis ça ne peut pas marcher. Il y a beaucoup de problèmes de climat, mais tu as des problèmes d'attache aussi. Très souvent dans les jeux, ce truc-là de faire des attaches qui soient logiques, qui soient cohérentes et fonctionnelles, ça n'est pas du tout pensé. J'avoue que quand je traversais la zone de glace de Final Fantasy VII avec Tifa, j'ai dit mais mon Dieu, mais la pauvre, elle doit se les geler, c'est pas possible. Non, mais c'est sûr que c'est des choses que tu penses pas forcément quand tu dessines un costume. Tu penses pas à toutes les implications et tout ce qui peut marcher ou pas forcément marcher, quoi. Complètement. Et c'est vrai que moi, par exemple, à un moment, pour dessiner un peu mieux et essayer de comprendre un peu mieux, j'ai un peu fait de couture aussi pour savoir comment sont faits aussi les vêtements, parce que comme c'est un autre métier de les réaliser. Ouais, mais quand même, il faut quand même un peu savoir. Design, c'est réaliste un peu, c'est ça. Oui, il faut quand même savoir la faisabilité de ce que tu dessines, quoi. Donc oui, quand tu dessines des persos du coup de jeux vidéo, c'est pas toujours réalisable en vrai, quoi. Ouais. Après, est-ce que ça fait pas les meilleurs chara design? Genre là, il y a un exemple dans le chat, c'est Lulu de Final Fantasy X. Justement. Lulu, elle est trop stylée. Lulu, elle a si vous connaissez pas, des ceintures absolument partout. Elle a une jupe en ceinture. C'est importable, mais le chara design est quand même assez mémorable, quoi. Bah c'est ça, moi c'est ce que je me suis dit un peu au début, c'est quand tu sais pas exactement comment est fait la chose et la faisabilité du vêtement, bah ça te permet aussi d'avoir plus de liberté. Et après, tu peux... En fait, je trouve que c'est mieux de partir de plus de liberté et d'ajouter ensuite des solutions à régler ou des choses qui ne fonctionnent pas et de réduire un peu que de tout de suite se restreindre et du coup créer peut-être des choses qui sont moins folles, quoi. Enfin, moins... Ouais, je comprends. Moi, il y a un design qui m'avait retourné quand j'étais là, c'est celui de Yori Yagami. Là, on voit ici celui de Lulu, justement, de Final Fantasy X, qui... C'est quoi le style exactement? Si on devait donner un style à ces habits-là, c'est quoi? C'est gothique. Dans celui-là, en plus, tout est mélangé, quoi. Mais oui, il y a la fourrure, il y a le corset. Bah, c'est entre historique et gothique. Donc en gros, elle ne respire pas, elle ne marche pas, quoi. Oh non, les corsets, tu respires. Mais même les bijoux qu'elle a, ils ont aucun rapport avec du gothique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très, très mélangé. Est-ce qu'on a le droit de dire que ça a été fait au pif? Non. Nomura, il a dû faire le haut, le milieu, l'avant-bas et le bas, puis différemment. Voilà. Et le lien, c'est juste la couleur. entre tout ça. Non, mais après, il y a toujours des inspirations derrière, et puis après, c'est associé avec plus ou moins de bonheur et de goût, quoi. Après, ça marche, hein. Est-ce que tu peux nous montrer Polo Yori Yagami, hein, parce que quand j'ai vu la première fois le design de ce personnage, je crois en 96 ou en 97, avec ce jean un peu pas de def rouge et une ceinture qui passe d'une jambe à l'autre comme ça au milieu, avec une coupe de cheveux juste remontée et la chemise. Voilà, alors ça c'est sa version moderne, mais si tu peux nous montrer sa version vraiment à l'ancienne, parce que c'est vrai que tu vas tomber sur les versions modernes. Je me suis dit, mais bon sang, mais quel génie a designé un personnage comme ça. Et je me dis, mais ça doit être trop peu pratique de le voir évoluer. Mais en fait, ces habits reflètent un peu sa façon d'être animé et de se battre. Tu vois, il a des poignées de manchettes
qui sont laissés et qui tombent en forme arquée. Voilà, comme ça, exactement. Voilà, je dis, quel génie absolu et total. Ça a l'air pas pratique, mais Bah, du coup, là, pour marcher, c'est un peu difficile. Voilà, c'est ça. Je dis, mais comment fait-il ? Ça fonctionne. C'est stylé, incroyable, mais ça fonctionne. Fonctionnel quand même. On dirait une maid disco. Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu serveur. Il y a un côté maid, ouais, on est d'accord. Franchement, je trouve que c'est du génie. Avec le collier. Serveur, bonnet. Avec le collier autour du cou. Oui, le ras de cou, ouais. 1996, ce design-là. Hein, et c'est des accessoires qui sont... en effet, on voit quand même un peu les années 90 dedans. Ouais, complètement. Sauf que c'est super moulant. C'est entre le moulant et le large. C'est très étrange. J'adore ce design. Au bout de ma gueule, j'adore. Je trouve que c'est du génie. C'est importable. C'est du génie. Importable. J'avoue, il peut pas prendre les escaliers. Un peu, ouais. Ah bah dès qu'on fait un pas dans la rue et puis là, c'est terminé. Enfin, Jojo, ça dépend des saisons, mais généralement, c'est pas que c'est pas portable, c'est qu'il y a des trucs, tu dis c'est stylé, puis il y a cet accessoire qui n'a aucun sens, quoi. Une chaîne qui part de l'épaule, pourquoi t'as mis ça là, quoi. Enfin, il y a pas de raison de faire ça, quoi. Mais let's go. Pour le style. C'est le style. Voilà. Jojo, un mot sur le chara-design de Jojo de manière générale. Je connais pas assez bien Jojo, malheureusement. Ah, dommage. Je regarde, mais je crois qu'en plus sur Netflix, c'est dispo maintenant. Oui, ça fait des années qu'on me recommande ce truc. C'est en termes d'idées, c'est fabuleux, voilà. C'est le manga, ou aujourd'hui l'animé, qui fait le plus référence à l'univers de la mode, je pense, ever dans... Il y a de la couleur, quoi. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur. On peut dire ça, comme ça, en effet, mon Anix. Jeu de rôle. Ça a été quoi ta première expérience de jeu de rôle Est-ce que c'était avec l'équipe de qualité et Game of Roll ou t'en faisais déjà avant ? Non, en fait, j'en faisais avant. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. J'en faisais avec des amis qui m'ont fait découvrir ça en même temps, un peu que le GN aussi, donc qui est du jeu de rôle grandeur nature. Ah ouais. Donc déguisé, du coup. Ouais. Puis du fou. Mais non, pas du tout. Les troubadours, là. C'est ça. Non, mais ouais, du coup, ça fait, je dirais, 6-7 ans, quoi. Comme ça, que je fais du jeu de rôle. Donc j'ai commencé, du coup, avec des amis, sur table, dans des univers type Star Wars, Cthulhu. Ah ouais, d'accord. Des univers science-fiction. Plutôt SF, ouais. Et le GN, du coup, plus dans des univers médiéval fantastiques. Ouais. C'est étrange, mais ça fonctionne souvent, souvent comme ça. Il y en a du GN dans des univers un peu science-fiction. Ça doit être dur au niveau décor et tout ça. Ouais, c'est ça le souci. C'est pour l'immersion, c'est un peu plus difficile de recréer des vaisseaux spatiaux, par exemple. Ouais. Alors qu'une forêt, finalement. Alors qu'une forêt, voilà, c'est plus simple quand même. Ça n'a pas beaucoup changé depuis les années Twist. C'est ça. Mais ouais, ça existe. Il y a des gènes Star Wars, ouais, carrément. Il y a même des gènes, par exemple, après-guerre, quoi. Plus historiques. Ah oui, plus dans les années 40, par exemple. Ah ouais, ok. Seconde Guerre mondiale, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ou dans des univers de séries, Peaky Blinders, enfin ce genre de... Ah ouais, il y a du gène de séries. En fait, il y a des gènes de quasiment... Même du Marvel. Incroyable. Ça, je sais pas. Il doit y en avoir. Je les connais pas tous, mais je suis pas non plus spécialiste des gènes, mais ouais, il y en a pas mal. Je connais ceux dans l'univers de Sherlock Holmes, sont ultra célèbres. Il y en a vraiment beaucoup. C'est fou. Enquêtes c'est vraiment beaucoup. GN Senseiya serait dingue. GN Senseiya, mais tu te trimbales avec ton mais après, voilà, c'est plus... Elle est longue ton après-midi, quand même. Après, c'est plus au niveau de la faisabilité aussi des costumes, quoi. C'est pas toujours T'en as évident. beaucoup fait, quand même. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le jeu de rôle ? C'est les découvertes d'univers et comme un peu pour les jeux vidéo, c'est le côté interaction, quoi. Interactif, vivre une aventure dont on est le personnage, quoi. Et ouais, c'est ça, quoi. C'est découvrir un univers, quoi. Tout le plonge là-dedans. Vous faites du jeu de rôle ici ou pas ? Moi, j'ai surtout masterisé. Masterisé ? Ouais, ça fait depuis que j'ai première année de fac, donc ça fait quoi ? Ça fait 7 ans que je fais du jeu de rôle à peu près. Ah ouais ? Ouais, voilà. Moi, je masterise surtout. J'ai fait du Deadlands, qui est un univers, c'est une sorte de western spaghetti post-apo.
Oh punaise. Oh punaise. Faut s'imaginer des cow-boys et des shérifs zombies. Voilà, c'est très drôle. Et surtout un jeu sur lequel on a passé beaucoup de temps et sur lequel on s'est bien marré, c'est Pathfinder, c'est l'autre Donjons et Dragons en fait. Que j'aime beaucoup, voilà. Et puis moi j'ai beaucoup masterisé. À l'époque où j'avais dans mon autre vie où je bossais dans un bureau, et je passais le plus clair de mon temps dans ce bureau à écrire mes scénarios et tous mes bordels de JDR. Et tu sais le fameux alt tab quand t'as le responsable qui passe à base de Antoine le dossier du oui bien sûr j'en suis donc voilà. De l'imaginaire au réel en un alt table. Sunday, jeu de rôle? Jamais. C'est ouf, tu dessines des costumes, tu t'accapares quand même la personnalité de certains personnages que tu crées, c'est ça aussi le cosplay. Finalement, tu es déjà dans le jeu de rôle, excuse-moi de te le dire un peu. Pas tellement, parce que moi, l'aspect roleplay, je le pratique très peu, c'est uniquement pour les concours, donc c'est 1 minute 30 de scène. Bon, je t'avoue que c'est pas très très long. Ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours été assez intriguée par ce milieu. Je pense que j'ai été aussi un peu refroidie parce qu'il y a une sorte de petite guéguerre entre cosplayers et GNistes, notamment dans les conventions, où les GNistes aiment bien taper sur les cosplayers en mode oui, mais vos trucs, ça casse tout le temps, et nous, on est en mode oui, mais vous, c'est moche. Donc, il y a une petite guéguerre. Ouais, mais toi, t'es moche. Non, mais il n'y a aucun problème. Il y a un peu une guéguerre comme ça qui, quand j'étais plus jeune, du coup, était très présente. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et du coup, ça donne pas une image très positive de la chose. Ah bah, j'avoue. Forcément, ça te bloque un peu. Et même maintenant que du coup j'ai grandi et je suis en mode bon, j'ai quand même envie de tester, tu vois, ça a l'air trop bien, tout le monde en fait, ça a l'air génial. J'ai juste l'impression d'avoir un peu une barrière à l'entrée en mode comment je m'y mets, comment on rentre là-dedans. Ça paraît tellement complexe, tellement immense, il y a tellement de choses à connaître, de personnes à rassembler, etc. Que du coup, c'est assez dur de mettre le premier petit pied dans l'aventure. Je pense que ça dépend de ton maître du jeu, mais c'est pas si compliqué que ça. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que quand on n'a pas, moi j'avais des amis par exemple qui m'ont vraiment initié au truc. Où j'étais dans un groupe en fait qui jouait ensemble dans des GN. Donc effectivement, c'est plus facile quand on connaît quelqu'un que d'y rentrer comme ça. Donc non, je comprends, ça peut sembler assez hermétique d'un point de vue externe. On se fait introduire par des amis adoubés, il y a des codes secrets. Il faut connaître quelqu'un. En fait, surtout, je trouve que les plus intéressants en plus, c'est les GN qui sont assez petits. Et du coup, c'est ceux qui sélectionnent beaucoup. Donc effectivement, quand tu connais pas... Donc des grandeurs nature, mais pas si grands que ça. Des petites heures nature. En fait, oui, GN, après, je crois que ça regroupe aussi... parce qu'il y a les maslarps, du coup, c'est les très gros GN. Et puis, tu as aussi ceux qui sont beaucoup plus petits. Et c'est un peu plus sympa, en plus, pour commencer, parce que c'est moins... tu te perds moins quoi, dans le truc, dans l'immensité du truc. Quand c'est des petits, t'as un rôle et tout. Ouais, t'es un PNJ quand c'est des trucs immenses. T'es pas un PNJ, mais si tu sais pas quoi faire, c'est un peu difficile de trouver ton truc. Ok. Nanix, toi, tu m'as l'air d'être un grand rôliste. J'aurais adoré en faire. Ah oui? Jamais fait, et un peu comme Sendel, je ne sais pas par quel biais, qu'est-ce qu'il faut faire, entre en contact. Tu t'immergerais dans quel univers? En fait, tu serais plutôt science-fiction, plutôt héroïque fantasy, plutôt jeu de rôle terre à terre de la vie réelle, etc. Non, alors franchement, pas terre à terre, je pense. Ouais. Plus SF. Alors, t'aimerais pas jouer. Imaginez, tu es le Jean-Luc Mélenchon français et tu dois accéder à la présidence. Non, franchement, non, ça me... Ça, non. Ça pas du tout. Non, ça me ferait chier. Quel enfer, c'est une certaine de jeu. Crois-moi, ça peut être très drôle. Il va y avoir un jeu. Quelque chose qui est fidèle à ce que j'aime en général, quoi. T'aimes quoi? Film, série, je vais aimer les Marvel, je vais aimer les mangas, les animés, je vais aimer Le Seigneur des Anneaux, je vais aimer un peu de SF, un peu de Rick Fantasy, donc un peu de tout en vrai. Il y a beaucoup d'univers qui me plaisent. Donc, tu commences un jeu de rôle dans un univers de super-héros. Ouais. Quel perso tu crées? Quel pouvoir tu te donnes? De quelle nationalité appartiens-tu? Quel est ton background? Il y a tellement de blagues possibles. Tu peux devenir qui tu veux, Nanix. Qui je veux? Ouais. Le background, je pense que... Michel Guélard. J'ai... Chasseur de vampires. En fait, dans les personnages que j'aime bien, c'est ceux qui sont un peu torturés. Tu
tu vois, qui ont vécu un deuil. Ah ouais. Déjà, tous tes parents sont morts. Style Peter Parker, j'aime beaucoup le poids de responsabilité, etc. Un personnage aussi comme Iron Man qui au départ vend des armes et se rend compte après plus tard de l'impact que ça a et doit changer sa bêta un peu, sa manière de penser et de vivre. Après, il utilise les armes. Ouais. On dire à quel point c'est con, c'est que le mec il vend des armes et ah merde, c'est pas bien. Oui connard. Tu vois le côté un peu dark, sombre, toujours torturé. Batman, c'est le meilleur exemple. Toi, tu kiffes Batman, hein. En vrai, Superman est un personnage que j'aime beaucoup, mais il est un peu trop broken. Même si en réalité, avec la kryptonique, il n'est pas si broken que ça. Ouais. Mais ouais, j'aime bien le côté l'humain qui arrive à se dépasser par des gadgets ou son inventivité, qui arrive à créer des choses. Donc, un personnage style un peu comme Batman, qui est un détective incroyable et qui est au combat super fort, avec plein de gadgets, en plus riche, beau gosse. Enfin, ouais, pourquoi pas. Ouais, Batman, j'aime bien. Le pouvoir de l'argent. Ah, t'es déjà riche et beau gosse. Oui, mais c'est le pouvoir de l'intelligence, tu vois, quelque part, pour concevoir ses gadgets et tout, quoi. Sherlock Holmes ninja. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est ça, Batman. Ouais, Sherlock Holmes ninja. C'est ça. Sherlock Holmes ninja. Bah, écoute, j'ai hâte de te voir créer ta fiche de perso. Hein. Oh ça va être, à mon avis, très, très, très intéressant. Inspiration encore dans le jeu de rôle. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir et de trouver l'inspiration pour ton métier ou ce que tu pratiques au quotidien? Toi, tu aimes beaucoup la nourriture. Tu as un compte Instagram lié aussi à la nourriture. On mange beaucoup dans les jeux de rôle. On mange beaucoup dans le jeu vidéo. De plus en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de nourriture maintenant dans les dans jeux Zelda, d'ailleurs, quand tu fais ta cuisine, c'est pas mal. Il y a toute une partie quand même sur faire des recettes. Ah, vous montrez Mais bien sûr. Mon Instagram. Alors voilà, ça c'est mon Instagram spécial food. Où je teste des restos. J'aime beaucoup manger, donc ça se voit ici. Mais c'est un Insta spécial, hein, c'est pas mon... Oui, non, mais bien J'ai tout mis dessus parce que sinon il y en a trop. Tu testes des restos, tu cuisines un peu aussi? Ouais, j'aime bien cuisiner, mais quand même je me suis rendu compte que tout avait meilleur goût quand c'est pas moi qui le fais. Oh non, mais vas-y, c'est horrible. Non pas que je cuisine mal, mais je pense que quand tu cuisines toi-même et je sais pas, tu perds un peu l'intérêt, tu vois, de manger ton propre plat, je trouve. Je sais que toi t'adores cuisiner, Ken, et tu... C'est le côté peut-être que c'est pas ça. Comment ça? Ouais, moi je trouve que quand je l'ai fait moi-même, quand c'est toi qui l'as fait. Mais non, moi je trouve que quand je l'ai fait moi-même, je sais déjà. En fait, il y a pas de surprise, quoi. Je sais déjà à quoi m'attendre. J'ai déjà beaucoup goûté, donc déjà j'ai pas. T'as plus la faim en fait quand tu l'as fait. Mais je trouve que c'est toujours mieux quand quelqu'un prépare pour toi, quoi. Je vois, c'est le côté surprise qui le côté est pas là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un mec, j'aime pas trop être surpris. Je préfère, non, moi j'aime bien savoir exactement manger les goûts que j'aime, etc. Je suis pas trop un mec de la surprise. Même si j'ai été agréablement surpris. Par toi-même? Non, par des restos que j'ai fait. Oui, voilà. Non, par des restos que j'ai fait. Mais bon. On va dire que c'est toujours bien de pouvoir maîtriser sa propre chaîne et de savoir cuisiner tous les plats que tu kiffes. Ça, c'est vrai. S'il y a un plat que j'aime, je vais apprendre à le cuisiner. Ouais. C'est dur aussi. Quelle patience. Tellement dur. Patience. Admiration. Ah oui, moi j'ai la flemme. Enfin, c'est terrible, j'adore manger, mais je n'arrive pas à cuisiner et surtout j'ai un ratio flemme-action. C'est-à-dire que si ça prend plus de temps de faire que d'apprécier, j'aime pas. En gros, je vais passer une demi-heure voire une heure à cuisiner pour manger mon truc en 10 minutes. Du coup, je suis en mode flemme. Du coup, Uber Eats va faire la demi-heure pour moi. Et moi, je vais juste prendre les 10 minutes de plaisir, tu vois. Ouais, ça reste quand même énormément de temps à attendre. Alors, pendant que tu cuisines, il y a quand même de l'interaction, tu vois. Mais tu restes pas comme un PNJ pendant une demi-heure. Il y a aussi l'autre problème, c'est que si t'es pas un bon cuistot, par exemple, quand tu prépares, toujours cette interrogation, est-ce que je vais pas rater mon plat? Parce qu'il y a toute la côté préparation, puis une fois qu'il est là, je dis bon, je vais quand même goûter, parce que s'il est bon, c'est ok, tiers, je suis ravi, j'ai réussi mon truc. L'erreur fait partie évidemment du processus. Mais c'est pas mangeable après, c'est chiant. Alors excusez-moi, je suis en train de tester évidemment les nouveaux wok du 92, comme j'ai changé de destination, et je piffe tous les loc-lac disponibles livrables par Just Eat. J'en ai mangé un hier, c'est une horreur. Franchement, j'aurais pas pu cuisiner pire que ce que j'ai mangé. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin que ce soit toi qui cuisines pour que ça t'arrive raté. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En parlant de resto, Lydia, ton resto préféré, si tu devais nous en donner un. Waouh, c'est si dur. Une adresse ou peut-être la première qui te vient à l'esprit que tu nous recommanderais? Alors...
J'essaie de réfléchir vite. Je te prends peut-être au... Ouais, parce qu'en fait, il y en a tellement et c'est toujours très difficile d'en choisir un en particulier. Une repos sur Paris, il y a un truc coup de cœur. Mais il y a un truc coup de cœur, le premier que j'adore. Ouais, il y en a un que j'adore qui fait la cuisine coréenne. Que j'aime beaucoup, la cuisine coréenne. C'est très très bon. Et ils le font très bien. C'est celui qui s'appelle Sweeties, qui est rue des Gravilliers. C'est un petit resto, mais vraiment top, quoi. Ils font de tout. Ils font même des boissons top, quoi. Avec du matcha, avec du lait concentré. Tout ce qu'on aime. Ok, Sweeties, cuisine coréenne, valeur sûre, c'est validé. Valeur sûre. Sweeties, voilà, vous l'avez entendu ici, c'est la recommandation de Lydia. Merci Lydia d'être venue participer à ce Lunch Play, d'avoir répondu à toutes nos questions. On te retrouve bien entendu pour les 2 derniers épisodes de Game of Thrones. Hein. Le dernier. Entendu, le dernier épisode de Game of Thrones. Du coup, mais aussi et bien sûr tous tes réseaux sociaux. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Nanix, c'est un plaisir. Hein. Désolé pour le début de l'émission, je voulais pas t'afficher. Hein. Des fois, mon cerveau est malade. Je me vengerai. J'ai fait ma 3e dose hier. C'est ça. La 3e dose imbloquable. Merci Sunday, bien entendu. Merci mon bon TPK. Merci à vous tous. Tout de suite, on part en exploration IRL. On va faire plaisir de vous retrouver dès lundi. Pour c'est mythique, non quoi Non, ils vont faire du trampoline. Ouais, trampoline, c'est mythique. Moi, j'entends c'est mythique maintenant. J'entends c'est du trampoline, c'est formidable. On vous embrasse tous très fort et à lundi pour le décryptage de l'actualité.